Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi et merci d'être si nombreux pour cette conférence sur le thème d'Euro 6. On va parler des motorisations essence et diesel en parlant des nouvelles règles du jeu. Et on est très content de vous accueillir cet après-midi parce que c'est vraiment l'actualité du salon, c'est le nouveau moteur Euro 6 et on a des experts de qualité avec Stéphane Martineau qui représente donc Forcia Emission Control Technologies. Voilà, c'est ça, vous êtes directeur de marketing de cette activité dont le nom sent bon l'anglo-saxonisme, si j'ose dire. Il vient du Luxembourg. Je ne sais pas s'il a un compte en banque, mais en tout cas, il a un bureau là-bas. C'est Noureddine Guérassi, vous connaissez bien. Delphi, c'est Monsieur Diesel chez Delphi, c'est Noureddine. Et le chairman du congrès Diesel qu'organise la SIA tous les 2 ans. Et il connaît vraiment très 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 bien ce domaine. Patrice Marès pour PSA Peugeot Citroën. Patrice est le directeur de la conception du système chaîne de traction au sein de PSA, donc c'est Monsieur Moteur, pour faire simple. Christian Mecker pour Bosch, qui justement s'occupe du compte PSA Peugeot Citroën, qui est donc le spécialiste du diesel. Alors, le diesel, on va en parler assez longuement, mais on ne parlera pas que de cela, parce que justement, donc, Euro 6 a des conséquences pour les 2 types de motorisation. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'apporte Euro 6 ? Mais avant cela, ce que j'aimerais, messieurs, c'est qu'on parle un petit peu des mesures qui ont été annoncées récemment par le gouvernement, parce qu'il y a eu un certain nombre d'annonces, vous le savez, donc à commencer par le fameux super bonus pour les véhicules de plus de 13 ans diesel qu'on change pour un véhicule électrique. Patrice Marès, comment un constructeur réagit par rapport à ce type d'annonce pour commencer ? Bien, donc notre position, la position, c'est de proposer des mesures efficaces en fait. Proposer des mesures efficaces, donc il convient en fait de promouvoir de la bonne technologie. Donc par exemple des moteurs diesel qui ont, et on va en parler, qui sont à un niveau d'émission qui sont extrêmement compétitifs, et surtout autant que possible favoriser en fait la sortie de vieux véhicules qui sont émetteurs, qui sont très largement émetteurs. Donc, dans toutes les discussions qu'il y a pu y avoir récemment en disant tiens, je pourrais éventuellement interdire l'achat de nouveaux diesels, mais ne rien faire du tout pour supprimer des anciens diesels sont très émissifs. Nous, on n'est pas pour. Je citerai par exemple 2 exemples. Si on regarde entre véhicules normes Euro 5, Euro 6, c'est-à-dire des véhicules diesel avec filtre à particules, par rapport à la norme Euro 3, il faut en fait un véhicule norme Euro 3 correspond à des émissions de 200 véhicules Euro 5 ou Euro 6 avec filtre à particules. Et si je prenais Euro 1, c'est entre 600 et 1000 véhicules. Ça veut dire on voit tout de suite en matière d'efficacité, on a tout à fait intérêt à promouvoir en priorité en fait la sortie de vieux véhicules plutôt qu'interdire des véhicules de nouvelles technologies et qui sont bien entendu excellents et contributeurs à l'environnement. Enfin, tout de même, véhicule plus de 13 ans à condition d'habiter dans telle zone géographique, est-ce que c'est pas un petit peu limitatif ? Oui, mais bien évidemment. Bien évidemment, c'est pour ça que je parlais de mesures efficaces. Voilà. Christian Mecker, qu'est-ce que vous en pensez chez Bosch ? Je veux compléter en fait ce que disait Patrice Marès et effectivement j'ai lu la proposition de loi fin juillet et tout le travail qui a été fait. Le travail a bien mis en évidence que tout le débat qu'on peut avoir de pollution, effectivement d'atmosphérique, on ne va pas le cacher, il existe. La part de l'automobile a sa responsabilité, mais principalement les anciens véhicules ont des émissions beaucoup plus importantes. Et c'est quand même la première fois que même dans la loi, c'était clairement évident qu'il fallait cibler des actions sur le parc ancien. Ensuite, d'un point de vue, en tant que citoyen, c'est vrai que quand on met des systèmes de bonus en place, l'impact et la caisse ou le bonus disponible est limité. Donc après, voilà. Donc l'impact sera limité, mais par contre, ça a mis en avant qu'il faut bien s'attaquer au parc ancien. Voilà, et je vous remercie d'être aussi nombreux à avoir pris le petit exemplaire du livre Le diesel en 20 questions, édité par l'Observatoire du véhicule d'entreprise. Bon, accessoirement, j'en suis l'auteur, mais tout ce qu'on va dire cet après-midi est vrai. Et on va surtout parler d'Euro 6. Noureddine Guérassi, vous qui animez donc le centre de recherche pour la partie diesel, j'entends, de Delphi, donc à Bacharach, donc à quelques kilomètres de Luxembourgville. Comment vous voyez les mesures vues de France ? Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
En fait, moi, je rejoins un peu M. Marez et M. Mecker sur le problématique de base. Ce qu'il faut savoir, je pense que ça a été dit plusieurs fois, c'est que le transport automobile, le transport au sens large, y compris les poids lourds, l'autobus, etc., ne représente que environ 15% des émissions de particules à Paris, dans une grande ville comme Paris. Et le reste, donc on a environ 35% qui vient du chauffage domestique, surtout parce que souvent on a le pic de particules l'hiver. L'agriculture, alors il y a l'industrie qui représente 30% et l'agriculture représente environ 20%. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le transport ne représente que 15%. Donc s'attaquer au moteur diesel en sachant, en connaissant ces chiffres, je pense que c'est un peu pas souhaitable. Et je rejoins ce qu'il a dit M. Marez, c'est que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne renouvelle pas le parc. Donc il y a des normes qui ont permis de réduire de 90% les particules des moteurs diesel entre 2005 à 2009, la norme Euro 5 qui a été mise en vigueur en 2009. Et ces voitures-là, donc aujourd'hui, on ne les voit pas beaucoup encore rentrer sur le marché. Donc on a environ peut-être 10 à 15% aujourd'hui de voitures équipées de filtres à particules. Donc le problème n'est pas un problème d'interdire. Il ne faut pas se pencher de dire, voilà, on va prendre une mesure radicale d'interdire le diesel, mais il faut essayer de comprendre quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour renouveler le parc automobile. Merci Noureddine. Même question pour vous, Stéphane Martineau pour Faurecia. Merci. Je pense qu'au-delà des émissions de polluants, on a beaucoup parlé polluants là jusqu'à présent, il ne faut pas oublier les intérêts majeurs du diesel qui sont les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Les diesels d'il y a plus de 10 ans, effectivement, étaient déjà très bons en émissions de CO2, très bons en consommation de carburant, et ceux d'aujourd'hui sont encore meilleurs. Donc il faut absolument garder l'avantage de ce type de motorisation, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, les diesels sont devenus propres. Le diesel propre, c'est aujourd'hui une réalité. En tout cas, il tend à devenir de plus en plus propre. Il tend à devenir de plus en plus propre, tout à fait. Donc, aller favoriser l'extension d'un véhicule qui, à la fois, réduit les émissions polluantes, réduit les émissions de CO2 et permet de limiter la consommation en carburant, c'est quelque chose de tout à fait favorable, je pense. Alors, il y a la proposition qui a été faite par Madame Montréal, donc au nom de la transition énergétique, et puis il y a le discours qu'on peut entendre de la part de certaines villes, et notamment à la mairie de Paris. On avait un représentant ici il y a quelques jours, lorsqu'on faisait une conférence à la voiture partagée, et qui disait, bon voilà, il faut éradiquer à Paris le diesel. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous répondez, Christian Mecker? Je vois que ça vous fait rire un petit peu. Que c'est un débat très émotionnel. Oui, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Et qu'effectivement, il a eu, effectivement, lors des dernières élections mairie de Paris, il y a eu un débat sur ce sujet. On se souvient de la passe d'armes entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo, là-dessus. Donc, et après, je pense qu'il faut relativiser. Il y a la forme qui était très émotionnelle dans le cadre des élections, et après, il y a le fond. Aujourd'hui, on l'a dit, la solution, c'est, si on veut améliorer la qualité de l'air, c'est trouver des mesures pour effectivement remplacer les véhicules les plus polluants. Mais en aucun cas, éradiquer aujourd'hui le diesel, ce ne sera pas une bonne solution, ni pour les véhicules particuliers, et encore moins pour les bus de touristes qui peuvent arriver dans le centre de Paris, qui sont déjà avec des niveaux de normes, mais encore plus sévères qu'on ce qu'a aujourd'hui sur les véhicules. Donc derrière, pour moi, c'est une fausse mesure d'éradiquer le diesel. Ça n'a pas de sens. Alors, on est là pour parler d'Euro 6. N'oublions pas donc le principal intérêt de cette conférence. Alors, Noureddine, Euro 6, concrètement, cette norme, comment peut-on l'expliquer? Qu'est-ce qu'elle apporte? Si on remonte un peu dans le temps, il faut savoir qu'entre 2005 et 2009, donc on a eu la norme Euro 5 au 1er septembre 2009, et le premier élément auquel on s'est en fait penché, c'est les particules. Donc on a rajouté, en fait, il y avait une norme qui a permis de réduire de 90% les particules à l'échappement sur les moteurs diesel en rajoutant le filtre à particules. Maintenant, on parle de la norme Euro 6, c'est la norme qui vient de rentrer en vigueur il y a environ un mois, 1er septembre. Donc cette norme, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on a réduit les particules sur la norme Euro 5 d'environ 90%, c'est penché sur les émissions de NOx. Et la norme Euro 6 consiste à réduire les NOx d'environ 55%. L'oxyde d'azote. Donc c'est les deux éléments en fait dans la combustion diesel. C'est une combustion de diffusion qui génère à la fois les particules et les NOx. Donc on a réduit massivement les particules et là on s'attaque en ce moment à réduire aussi massivement les NOx.
Donc pour converger, en fait, ce qu'on peut dire sur la norme Euro 6, c'est une norme qui va imposer les mêmes polluants, le même niveau de polluants entre un moteur diesel et un moteur à essence. Donc pour les NOx, pour le diesel, on est à 80 mg par kilomètre. Et pour l'essence, on est à 60 mg. Par contre, l'essence, il a une dérogation d'émettre 2 fois plus de CO. Donc 1000 mg de CO par kilomètre pour l'essence et 500 mg pour le diesel. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les deux motorisations, essence et diesel, vont avoir quasiment la même norme émission. Alors bien sûr, on reviendra là-dessus. Peut-être un mot, Patrice Marez. Euro 5, c'est les particules donc avec le filtre qui est obligatoire pour tout le monde. Et pourtant, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui doutent de l'efficacité du FAP. Comment vous expliquez ça ? C'est à peu près incompréhensible. Enfin, si on peut l'expliquer naturellement. Non, c'est pas explicable. Je voudrais rappeler, en fait, le filtre à particules filtre en toutes conditions, mais en toutes conditions, donc que ça soit... C'est-à-dire en ville comme sur route. En ville, sur route, en altitude de 0 à moins 7 degrés, à moins 20 degrés, à plus 45 degrés, ça fonctionne tout le temps parce que c'est tout simple, c'est une filtration mécanique. Donc, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les filtres à particules diesel, enfin tous les diesels FAPé, on appelle FAPé avec filtre à particules, conduisent à avoir un niveau de particules nettement plus performant que les meilleurs moteurs essence. Et ça, il faut bien avoir ça en tête. Donc, c'est-à-dire les diesels avec filtre à particules, quelle que soit la technologie de filtre à particules, conduisent sur tous les véhicules à un niveau de particules meilleur que les meilleurs moteurs à essence. Voilà. Alors, Stéphane Martineau pour Forcia, justement, donc l'essence, c'est un domaine que vous connaissez bien. Donc, quand on dit le diesel propre Euro 6, presque aussi performant que l'essence, vous êtes d'accord avec ça ? Je peux qu'abonder dans ce sens. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi, naturellement. Je l'espère. Mais Noureddine l'a dit, les valeurs d'émission, vous avez un petit décalage en fait entre l'essence et le diesel. Il y en a un qui est autorisé à faire un petit peu plus d'oxyde d'azote, l'autre qui compense sur du monoxyde de carbone. L'un dans l'autre, on est sur des niveaux d'émission à partir d'Euro 6 qui sont globalement équivalents pour les deux. Les systèmes de dépollution qui vont être ajoutés sur les moteurs diesel fait que je pense qu'il n'y a plus de débat à vouloir comparer émissions de moteur essence et émissions de moteur diesel. Énormément de technologies va arriver sur le marché, et déjà d'ailleurs en cours de déploiement, des technologies dérivées du camion, puisque Christian en parlait tout à l'heure, mais également d'autres. Et je pense qu'on peut dire qu'avec Euro 6, les premiers véhicules qui sont sortis, avoir un véhicule essence ou avoir un véhicule diesel, il n'y a pas de différence en termes d'émissions polluantes. Alors, Christian Mecker, une société comme Bosch, et c'est pareil pour Delphi d'ailleurs, vous avez une aura mondiale, donc forcément, vous voyez ce qui se passe au niveau mondial. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une espèce de convergence des normes anti-pollution, et même un pays comme la Chine, aujourd'hui, rattrape à marche forcée l'Europe, finalement, avec un peu de décalage. Oui, tout à fait. Il y a toujours un pays dans le monde, ou voire un État, je pense à des États, par exemple la Californie, qui aura des exigences en termes de sévérité de normes qui sont les plus importantes du monde. Il y en aura toujours un. Et après, d'année en année, ça s'équilibre dans le monde. Ensuite, les Californiens vont mettre encore une étape supplémentaire. Et Schwarzenegger qui était là au salon vendredi dernier. Tout à fait. Il en a parlé un petit peu d'ailleurs. Voilà. Ensuite, c'est aux constructeurs, aux équipementiers de trouver les solutions techniques qui permettent de répondre à ces nouvelles contraintes. Mais en Chine, pays vaste, c'est un continent, les niveaux de normes sont différents en fonction des villes. Et vous avez une ville comme Pékin qui a des vrais problèmes, contraintes de congestion de l'automobile, qui aujourd'hui veut mettre des niveaux de normes, qui a des plans, ce n'est pas encore complètement décidé, mais qui sont aussi sévères que ce qu'on a en Euro 6 maintenant. Donc effectivement, après, l'avantage pour le constructeur et aussi pour l'équipementier, c'est qu'une technologie qu'on a pu développer sur un marché à un moment donné, après on peut la déployer sur différents clients, sur différents constructeurs, sur différents continents. Alors Euro 6 s'applique depuis septembre de cette année pour les nouveaux modèles. Et pour l'ensemble des voitures neuves, ça sera dans 1 an. 1 an seulement pour faire la bascule, c'est plus court que les années précédentes, non ? Donc, qui veut dire un mot là-dessus ? Problème du constructeur. Alors, Christian d'abord, oui. Alors, Patrice Marez. Oui, ça pose un réel problème. Et là, on ne parle pas du temps du mettre au point, mais c'est ce qu'on appelle, nous, en fait, le cortège. Il y a tout un cortège de véhicules que vous avez vu là dans les halls juste à côté. Et ceux-là, il faut les sortir. Il y a donc des programmations industrielles. Et on a une falaise, en fait, à gérer. Et bien entendu, on préfère faire cette gestion sur 2 ans.
c'est-à-dire toute la programmation de plan de charge des usines. Parce que c'était le cas avant, hein, vous avez Parce plus que de temps. c'était le cas. Et 1 an, c'est un tour de force. Alors, on arrive à le contourner en anticipant, finalement. Et dans certains cas, on a anticipé. On l'a fait pour les Blue HDI, mais pas que. Justement, pour pouvoir maîtriser cette rampe qui est extrêmement sévère. Et trop sévère, en fait. Et le pire, c'est que les prochaines évolutions, parce qu'il y a une phase 2 d'Euro 6, vous ne savez pas encore exactement ce qu'il faut faire. Voilà, alors je me permets, Laurent, là, donc, de rajouter des choses. On a parlé donc de la rampe, si je puis dire, la rampe de lancement. Il y a également le temps de développement entre deux normes. Et là, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus contraignant. C'est-à-dire, en fait, on est en Europe victime de deux choses. C'est de vivre dans l'incertitude. Il y aura une étape N+1, on est sur N, Euro 6, et l'étape N+1, une étape complémentaire. Mais quand est-ce qu'elle va s'appliquer et quelle sera sa complexité? Et là, donc, comme on discute, on ne sait pas. Et on est obligé de faire des hypothèses qui sont structurantes, parce que c'est des gels de définition hardware, donc des investissements industriels, et c'est très difficile. Et donc, on milite pour que, à la fois, on puisse connaître le plus tôt possible les échéances, et que l'espace entre les deux normes, si je puis dire, soit le plus grand possible. On connaissait 4-5 ans avant. Là, on pourrait passer à du 3 ans, 3 ans et demi, etc. Et là, c'est un sacré tour de force. Alors, une question très simple, Patrice Marez, et après j'interrogerai d'autres intervenants. On a beaucoup dit que Euro 6 allait renchérir le diesel. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le diesel, hein, que le diesel était mort, que Euro 6 allait tuer le diesel. Donc, concrètement, est-ce que ça a vraiment renchéri de beaucoup les moteurs diesel, cette nouvelle norme? La réponse est oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Par contre, Combien il faut... non, je ne donnerai pas de... la réponse est oui pour l'instant. Faites le tour et vous verrez. Puis en plus, il y a une différence coût, prix, etc. Et donc, ce que je voulais dire, ce qui est important quand on parle de surcoût, on met de la technologie, d'ailleurs pas que sur les moteurs diesel, sur les moteurs essence aussi, pour pouvoir progresser en consommation. Je pense qu'on en parlera un peu tout à l'heure. La question, c'est de savoir, c'est qu'est-ce qu'on offre aux clients. C'est-à-dire, en fait, on met de l'argent en plus, Blue HDI par exemple, etc. Mais ce qui est très important, c'est d'apporter un plus au client. Et pour un diesel, c'est bien évidemment la consommation. Donc, et je dirais, quand on parle d'avenir du diesel, il faudra toujours se poser la question, nous, concepteurs, de dire finalement, mettre de l'argent sur une technologie, mais qu'est-ce qu'on offre en retour au client? Et donc, il faut toujours veiller, et là, c'est ce qu'on a fait pour la plupart, Blue HDI par exemple, des gains de consommation associés en fait au progrès légitime en émissions. Donc, c'est plus cher, mais on offre aussi aux clients un avantage en prestation. Alors, si vous me permettez, je vais poser la question à Stéphane Martineau, parce que vous parlez de Blue HDI, donc forcément, Forestia pourrait peut-être donner quelques éléments de réponse. Forcément. Sur la technologie Blue HDI en particulier ou sur Euro 6 en général? Commencez par Blue HDI, puis on verra après. Blue HDI, je pense que... C'est bien, hein? Oui, c'est très bien. Écoutez, on est très content de la technologie qu'on a développée. Vous pouvez la voir sur Choix de techno unique d'ailleurs, hein, chez PSA. sur le salon. Cette technologie, effectivement, a la particularité, puisqu'on parle du Blue HDI, d'avoir une architecture unique parmi tous nos clients, puisqu'elle place le nouveau système de dépollution, donc qu'on appelle SCR, donc celle qui sert à réduire les fameux oxydes d'azote. Catalyse avec additif à basse durée, donc. Hein. Tout à fait. C'est formidable. Vous avez révisé. Dans le bouquin, j'en parle. Voilà, donc cette architecture assez particulière chez PSA, voire même unique, hein, je pense qu'on peut le dire, donc, dans laquelle le fameux catalyseur SCR est placé en amont du filtre à particules. Ce qui a pour effet d'améliorer énormément l'efficacité de traitement des polluants de ce système, puisque situé plus en amont dans l'échappement, donc bénéficiant de températures de gaz d'échappement plus élevées. Et donc Patrice parlait de qu'est-ce qu'on offre aux clients. Ça permet d'offrir une réduction de la consommation en carburant. Vous gagnez 4 grammes, je crois, en CO2, quelque chose oui, comme je crois ça. que c'est entre 3 et 5% en fonction de l'application, si c'est une petite voiture, une grosse voiture, etc. Voilà, donc voilà ce qu'ensemble nous sommes capables d'offrir aux clients, tout en permettant des émissions très fortement diminuées. Alors on l'a compris, il y a un gain essentiel, mais un surcoût quand même. Il y a un surcoût, je ne vous donnerai pas le surcoût précis, mais on parle au total du système de plusieurs centaines d'euros. De coûts. Après, c'est une politique commerciale, à chaque constructeur de gérer, en termes de prix. Ce qu'on peut dire, Noureddine Guérassi, c'est que bien sûr, il y a un surcoût pour les nouveaux diesel Euro 6, mais que par ailleurs, on gagne sur d'autres plans et que ça s'équilibre un petit peu plus ou moins. Oui, donc ce qu'on peut dire là, on a évoqué, on a parlé de surcoût qui est dû à la norme Euro 6, l'Euro 6 Step 2 ou ce qu'on appelle aussi l'Euro 6C.
par l'addition du post-traitement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les constructeurs, ils améliorent en permanence en fait leur modèle, parce qu'il y a aussi d'autres normes et d'autres objectifs qui concernent le CO2, par exemple. On parle, donc il y a une norme, il y a une réglementation européenne où chaque constructeur doit faire en moyenne aujourd'hui donc une valeur, par exemple si je le donne pour une moyenne de masse de véhicule de 1350 kg, le constructeur doit atteindre 130 grammes par kilomètre de CO2 en moyenne sur toutes les véhicules Ça, produits. C'est l'objectif 2015, c'est ça? C'est 2015. Alors maintenant, si on parle de 2020, on doit atteindre 95 grammes pour ce... 2021, parce que je crois que les Allemands ont obtenu un an de plus. Oui. Donc à l'horizon 2020-2021, donc on doit atteindre 95 grammes de CO2 et on parle 70 grammes éventuellement pour 2025. Ouais. Donc ça veut dire la voiture que vous allez acheter en 2017, il n'a pas automatiquement que le post-traitement pour atteindre l'objectif de la norme Euro 6C, mais il a aussi beaucoup d'améliorations sur la réduction de frottement, sur l'amélioration de la sécurité, sans parler aussi du moteur, parce qu'il y a des normes qui se rajoutent, etc., etc. On rajoute aussi la robustesse dans le temps, parce qu'il y a de la durabilité sur les émissions, il doit augmenter. Il y a le diagnostic à bord qui doit être encore beaucoup plus sévère. On doit atteindre les émissions à l'extérieur du cycle par le Real World Driving Emission. On parlera un petit peu plus tard de l'évolution du cycle d'homologation, parce que ça aussi, ça va changer, donc ça aura forcément des répercussions. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas automatiquement, il ne faut pas regarder uniquement la norme Euro 6, mais il y a beaucoup d'améliorations. Ce n'est que le début. Qui vont se rajouter en fait sur la voiture, exactement. Alors, on parlait de la technologie SCR, donc vous disiez que c'est assez unique. Oui, sans doute, c'est vrai. Cela dit, vous connaissez bien chez Bosch, parce que justement, les constructeurs allemands, ils font ça aux États-Unis depuis quelques années déjà. Alors... Ouais, je reprends ce que je disais tout à l'heure, qu'en termes d'exigence de normes, les le États-Unis sont en avance. Vrai, voilà. Mais pour les voitures, ça s'est fait il y a quelques années. Et donc, du coup, on a été amené à développer, alors, on appelle ça le Denoxtronic. Ça vient du Motronic, qui existait à l'époque, voilà, le Denoxtronic, donc pour traiter les NOx. Et on a eu les premières applications, effectivement, dans le poids lourd en l'année 2006. Et dans le passenger car, on a commencé en 2009. Et certains constructeurs allemands, notamment Mercedes, qui appellent ça le Blue Tech chez eux, qui veulent vendre aujourd'hui un certain nombre de véhicules diesel aux États-Unis, proposent ces technologies de SCR aux États-Unis depuis quelques années. Donc ça nous permet à nous, équipementiers, d'avoir la technologie, d'avoir montré que ça marche. Et après, effectivement, en Europe, quand le marché européen demande aussi la technologie, de l'offrir à nos clients. Voilà. Je vous pose la question quand même, aux États-Unis, ça peut paraître surprenant, mais le diesel se développe un petit peu plus chaque année. Le diesel, oui, c'est effectivement étonnant et c'est bien de le souligner et c'est marqué dans le petit bouquin. Et les stations, c'est pas seulement pour les camions, parce qu'à une époque c'était ça, mais alors, ça change. Pourquoi ? Je pense après l'esprit pollution atmosphérique, qualité de l'air, il ne faut pas croire que les Américains sont moins sensibles que d'autres. Donc si aujourd'hui, il y a une volonté de pousser sur le diesel, donc il y a une initiative, ils appellent ça le Green Diesel, vraiment le diesel vert aux États-Unis, c'est que ça répond aux exigences du marché en termes d'émissions de pollution dont on va parler. Oui, c'est le niveau Euro 6 ou un peu plus. Et ça répond surtout pour des véhicules qui sont lourds et imposants. Prenez les Américains, ils aiment bien les pick-up, donc des gros SUV. Vous avez des gains de consommation de 20%. Et quand vous avez un véhicule qui fait 15 litres au 100 en essence, 20%, ça commence à faire beaucoup. Même si au niveau du prix de la pompe, le gasoil est un peu plus cher que l'essence. N'empêche que la consommation est beaucoup moins importante. Et après, avoir la chance de faire 1500 km avec un plein, mais pour les Américains, ça a de la valeur. Et donc le diesel, petit à petit, d'année en année, se développe avec les constructeurs allemands qui importent des modèles, qui ont été les premiers, mais aujourd'hui, on a les Américains aussi qui suivent. General Motors a lancé un véhicule Cruise, qui est un segment classique, style 308 berline, sur le marché américain pour pousser un petit peu le développement. Alors, on parle de catalyse SCR avec un additif, encore une fois. Cet additif, il faut faire une remise à niveau. Alors, ça dépend des constructeurs. C'est tous les combien chez vous, Patrice Marez ? Tous les 20 000 km. Alors, ça dépend du profil de roulage, en fait. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on considère que cette phase-là est une phase un peu transitoire. On a donc, côté PSA, on a voulu promouvoir à partir d'Euro 6 le Blue HDI, et donc on a fait le choix d'utiliser la SCR, bien qu'elle n'était pas strictement obligatoire, notamment sur les petites voitures, mais en faire un choix fort
pour pouvoir être prêt aux normes futures et faire un saut technique et faire un avantage en consommation. Par contre, je dis, c'est la solution actuellement de la consommation. C'est quelque chose à tout petit peu transitoire parce qu'effectivement, bon, il faut refaire un plein environ tous les 20 000 km. Pour nous, c'est implanter dans un véhicule un réservoir d'urée, ce qui n'est pas facile. Il y a d'autres choses à mettre dans le véhicule. C'est-à-dire qu'il y a deux bouchons sur le véhicule. Il y a le bouchon de gazole et puis celui pour l'urée. Mais par contre, très clairement, nous, notre stratégie, c'est de promouvoir très largement, et on travaille avec nos autres collègues constructeurs, de vulgariser la distribution de l'urée et qu'on puisse très facilement prendre de l'urée comme on prend du gazole. Et c'est-à-dire tous les N pleins, de dire tiens, je fais le plein de gazole et tous les N pleins, je refais un complément d'urée, comme le font les camions depuis pas mal de temps. Et donc on pousse pour ça, c'est-à-dire pour le développement d'un réseau, pour absolument faciliter pour le client le remplissage en urée. Alors aujourd'hui, si je suis chauffeur routier, je peux aller chez AS24, j'ai une carte, je peux accéder à ces pompes. Oui. L'idéal serait que demain je puisse le faire dans une station-service. Exactement. Et donc on pousse pour ça. On pousse en liaison avec. C'est pas un conflit frontal avec nos collègues pétroliers, pas du tout. Parce que eux ont aussi leurs contraintes pour pouvoir installer. Mais avec nos collègues constructeurs, on pousse pour qu'à terme, effectivement, on puisse avoir très facilement de l'accès à l'urée comme on prend en fait. On va faire le plein de gazole. Là, on vient de parler du diesel pour la phase 1 d'Euro 6. Alors, sachant qu'on a parlé de la SCR, il y a une autre technologie, c'est ce qu'on appelle le NOx-trap également, qu'ont choisi d'autres constructeurs. Qui veut en parler parmi vous? Stéphane Martineau. Oui, effectivement, le NOx-trap est une solution alternative à la SCR, qui ne demande pas... C'est moins cher. C'est moins cher, ça ne requiert pas d'additifs supplémentaires. Vous allez me dire jusque-là, c'est pourquoi tout le monde ne l'a pas choisi. Par contre, il y a un petit truc, c'est que l'efficacité, effectivement, est un petit peu moins bonne que celle de la SCR et n'offre pas le même avantage en termes de consommation de carburant. Bon, malgré tout, avec les deux premiers avantages que je vous ai dit, pour Euro 6, au moins sur les petits véhicules où la pression sur le prix de vente est beaucoup plus forte, c'est la solution qui va être privilégiée. Ce que je peux rajouter aussi, il y a la notion de température d'échappement. C'est que le NOx-trap, en fait, le piège à NOx, lui, il est activé à basse température d'échappement. Par contre, il est moins efficace à haute température, alors que le SCR, il est plus efficace. Je parle d'un montage classique, je ne parle pas d'un montage spécifique où le SCR peut être proche du moteur. Donc les températures d'activation et de performance ne sont pas les mêmes. Donc il peut y avoir aussi des véhicules qui sont plus adaptés au NOx-trap et d'autres qui sont plus adaptés au SCR. Alors puisqu'on parle d'échappement, c'est un petit peu l'un des domaines de Faurecia quand même. Donc Stéphane Martineau, il y a ce qu'on appelle l'EGR basse pression sur les moteurs diesel aujourd'hui. Oui, l'EGR basse pression est effectivement la solution Euro 6 à minima, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on va retrouver sur des berlines du segment B typiquement. C'est la solution à moindre coût, toujours sans additifs supplémentaires, donc à peu près comme le piège à NOx, mais avec une efficacité de réduction des NOx encore inférieure. Si on devait faire un classement, on a l'EGR basse pression, le piège à NOx et la SCR. Et donc quand on va dans ce sens-là, on augmente l'efficacité, on augmente l'efficacité de réduction de CO2, j'ai envie de dire, et on augmente également le prix. Donc basiquement, c'est une solution qui va être sur les segments B, mais que vous pouvez également retrouver sur des véhicules un petit peu plus haut de gamme, puisque c'est une solution qui se couple également avec du piège à NOx ou avec de la SCR. Et notamment, c'est ce qu'ont choisi certains de nos clients pour réduire la consommation d'urée et offrir des intervalles de maintenance, de remplissage de réservoirs d'AdBlue les plus importants possibles. On a parlé jusqu'à présent du diesel. L'entrée en vigueur d'Euro 6, concrètement pour les moteurs essence, pour la première phase, ça change quoi si changement il y a? Ah oui. Alors donc, bien entendu, c'est pas neutre pour les moteurs essence. Il y a notamment, on a parlé de particules, l'arrivée d'une norme sur les particules en nombre. Alors pourquoi on parle de particules en nombre en fait et pas de particules en masse? Alors la réglementation pour les moteurs essence, c'est comme le diesel aussi parle de particules en masse et particules en nombre. Particules en masse, donc ça pose pas de problème particulier pour le moteur essence. Par contre, particules en nombre, les réglementateurs ont porté un point d'attention là-dessus, à cause justement des particules fines, et en se focalisant directement sur une technologie porteuse d'avenir que vous voyez très largement au salon, qui est l'injection directe.
Et donc, il existe une réglementation qui se fait en 2 temps sur Euro 6. Un premier niveau, en fait, un premier niveau qui est donc 6, 10 puissance 12, qui est le nombre de particules en nombre qu'on tolère. Et puis, donc, à l'horizon futur de l'Euro 6C, qui est à l'horizon donc 2017, une La deuxième sévérisation. phase d'Euro 6, Voilà. pour faire simple, parce qu'il y a plusieurs noms. Hein. Et Euro nous 6C, Euro devons, 6.2. et nous devons donc nous préparer, on le fait tous de façon active, à faire face à cette contrainte qui est quand même très sévère. Alors, si je comprends bien, le problème du diesel fut un temps, c'était les particules. Ça a été réglé a priori avec le FAP. Complètement. Que ça On soit parle masse de ou non. l'essence avec Euro 6, et vous nous parlez de particules. Absolument. Oui, absolument. Donc, pour faire très Il y en simple. a qui vont pas comprendre. Là, Alors, je vais faire, si vous le voulez bien, un petit résumé. Donc, quand on a promu le filtre à particules sur le diesel, c'est d'abord pour éradiquer les fumées noires visibles qui ont complètement disparu, et vous le savez bien, sur tous les véhicules particuliers ou poids lourds, etc. La deuxième chose, c'était donc les particules en masse. Et puis sont arrivées les particules en nombre que le filtre à particules traite, mais complètement, strictement complètement. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'un diesel avec filtre à particules est bien meilleur que le meilleur moteur à essence possible. Moteur essence, en fait, de par son principe de combustion, surtout les moteurs, les moteurs injection indirecte, ne posent pas de problème de particules en masse, et en premier ordre de grandeur, les moteurs injection directe aussi. Par contre, les moteurs injection directe, de par leur processus de mélange, on fait pas de prémélange ou très peu de prémélange, on a un risque de provoquer des particules fines, et c'est la raison pour laquelle donc, les réglementateurs ont mis ce niveau en 2 étapes. Un premier qui était un tout petit peu plus élevé pour ne pas tuer cette technologie, parce que la technologie injection directe essence est très porteuse de progrès pour la consommation et donc pour le CO2. Y compris d'ailleurs chez PSA. Hein, Absolument, avec les EB Turbo PureTech par exemple. Et par contre, une deuxième étape pour laisser un peu le temps aux constructeurs de travailler sur des voies qui sont la combustion, les systèmes de boucle d'air, aussi d'ailleurs des autres technologies de filtre à particules, pourquoi pas, pour être prêt à l'horizon 2017 et faire face à ce niveau de particules fines plus contraignant. Alors sur les particules, je sais que Noureddine, il en fait un petit peu son miel parce qu'il aime bien le diesel. Et justement, on se rappelle de cette étude qui a été faite pour le compte de Transport et Environment, hein, par le TÜV allemand, et qui montrait, si je me souviens bien, que certains moteurs essence injection directe émettaient jusqu'à 10 fois plus de particules que des moteurs diesel récents. C'est bien ça ? Oui, donc je pense que M. Marez l'a bien signalé. Hein, donc le moteur essence aujourd'hui, il a une dérogation. En fait, jusqu'en 2017. Je vais simplifier. Hein, le moteur essence, il a fait des progrès pour réduire le CO2, hein, le monoxyde, le CO2, le dioxyde de carbone et la consommation. Pour réduire la consommation, on a introduit des éléments qui étaient déjà sur le diesel, c'est le turbo et l'injection directe. Et donc finalement, on se rapproche aux mêmes problématiques que l'essence. Donc la combustion essence à injection directe qui a des pressions de combustion légèrement plus élevées génère. Donc on a aussi la combustion de diffusion, donc on génère aussi des particules. C'est ce qu'il a signalé M. Marez. Et donc, or ces particules aujourd'hui sont supérieures, comme on l'a signalé, supérieures à ce qu'il fait un moteur diesel en nombre. Hein. La masse, il est la même hein, au niveau de la norme, c'est 4,5 mg par kilomètre, à la fois pour l'essence et pour le diesel en Euro 6. Par contre, pour le nombre de particules, donc la norme c'est 6, 10 puissance 11 particules par kilomètre pour le diesel, et on autorise 10 fois plus pour l'essence, donc 6, 10 puissance 12 particules par kilomètre pour l'essence. Donc cette dérogation, pourquoi ? Parce que la technologie n'était pas préparée. Hein. Les constructeurs n'étaient pas préparés pour avoir cette norme, pour atteindre cette norme. Bon courage à celui qui retranscrit depuis le début les conférences, qu'on applaudit parce que vraiment il fait un boulot incroyable. Et le pauvre, les chiffres, allez, encouragez-le. Voilà, donc, mais on peut les retrouver parce aussi. Que entre 10 puissance 11 et puis 10 puissance 12, bon courage pour retrouver le bon chiffre. Ça fait 10 fois plus. 10 fois plus, hein, donc on multiplie par 10. On parle de particules pour les moteurs essence, donc injection directe horizon 2017. Ce qu'on peut dire, Stéphane Martineau, c'est que certains constructeurs ont déjà fait le choix de ce système. Oui, d'ores et déjà, la solution est prête. Alors, je ne sais pas si je vais annoncer un scoop, mais le filtre à particules essence est d'ores et déjà disponible sur le marché. Et nous sommes fiers d'être le fournisseur de ce premier, comme on l'appelle, GPF, Gasoline Particulate Filter, au monde. Et je crois savoir qu'il y a au moins un constructeur déjà qui a passé commande. Il y en a un qui a passé commande et qui peut déjà les proposer à ses clients. Nous l'avons livré, il est très content. Donc, si vous voulez un véhicule avec un
Filtre à particules essence, c'est possible. Bon, aujourd'hui, il vous faudra peut-être effectivement un compte en banque au Luxembourg, mais c'est possible. Noureddin va pouvoir vous aider pour ça, il n'y a pas de problème. On parle de l'essence. Est-ce que la norme phase 2 d'Euro 6 va vous inciter également à modifier les moteurs diesel ? Il me semble que c'est un petit peu le cas. Alors, donc, sans aller dans le détail, hein, il est clair que l'évolution de la norme, qui comprend deux choses. L'évolution du cycle, pour laquelle la date n'est pas encore précise, mais en tout cas la prise en compte un critère d'émission hors cycle qu'on appelle RDE. Je vais avoir RDE, c'est Real Driving Emissions. C'est-à-dire, c'est la mesure des émissions. C'est le monde réel, hein, voilà, pour faire ça. C'est les émissions dans le monde réel. Vont apporter une contrainte très importante et d'aller finalement, là aussi, comme l'ont fait les poids lourds avant, hein, comme l'a dit Christian juste avant, d'aller regarder partout ce qui se passe sur des cycles représentatifs clients dans beaucoup de conditions. Donc, c'est une des raisons d'ailleurs, je vais donc reparler de diesel, pour laquelle nous avons fait le choix d'anticiper, si je puis dire, un système SCR, Blue HDI, parce que ce système est prédisposé en fait pour pouvoir traiter ces émissions hors cycle. Donc ce qui veut dire, pour répondre à votre question, ce qui va bouger essentiellement, c'est une adaptation. C'est pas un changement profond, mais c'est une adaptation des réglages en fait de notre moteur pour pouvoir tirer complètement parti du système Blue HDI. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le système existe ? Pourquoi on n'en tire pas complètement parti ? C'est toujours pour la gestion de la consommation durée. On sera, comme les poids lourds, complètement flexible pour pouvoir gérer de la consommation durée quand ça sera facile pour le client de l'introduire partout, etc. C'est pour ça qu'on est dans une étape intermédiaire, si je puis dire, mais on est par contre complètement préparé à affronter ce qu'on appelle le 6.2 chez nous, ou le 6.C, c'est-à-dire l'étape suivante, grâce au système Blue HDI et à la SCR. Et vous verrez que la majorité de nos concurrents vont généraliser la SCR, avec peut-être, comme le disait Stéphane, l'adjonction d'autres systèmes EGR plus ou moins sophistiqués. Donc ça veut dire qu'a priori, vous avez fait un choix pertinent dès le début. C'était notre objectif, oui. Alors si vous avez bien tout compris, donc Euro 6, c'est entré en vigueur en septembre. Dans un an, ça sera généralisé pour tout le monde. En 2017, oui, les moteurs essence donc, vont devoir s'adapter pour les particules. Par les particules, oui. On est bien d'accord. Et en plus, comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, il y a un nouveau cycle d'homologation. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, la grande nouveauté. Si vous me permettez, ça va toucher aussi les moteurs essence. Ça va toucher aussi les moteurs essence parce que le contrôle des émissions dans des cycles qui ne sont pas uniquement le cycle de normalisé, qui peut évoluer, et je ne vais pas aller plus dans le détail, mais va s'appliquer aussi sur les moteurs essence. Ça veut dire le fonctionnement du post-traitement, la catalyse trifonctionnelle, etc., devra fonctionner dans une plage de fonctionnement plus large que celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, chez Bosch, vous avez a priori une solution qui pourrait être d'associer le fameux piège à NOx dont on parlait tout à l'heure, et puis la SCR. C'est la réponse à cette nouvelle donne. C'est pour ça que c'est pas fini, hein, parce qu'en complément de ce c'est que comme vous la venez de pub, dire, hein, c'est pas fini. Les exigences et les attentes sur certains marchés vont aller encore en avance. Donc, il faut bien qu'on trouve des solutions. Et pour certains véhicules, dans certaines applications, en fonction effectivement des plages d'utilisation, aujourd'hui, on évalue une solution. On peut allier et marier les deux types de technologies, qui sera une plus efficace à froid, l'autre plus à chaud, comme le disait Noureddin tout à l'heure, donc en combinant les deux. Voilà. Donc c'est un challenge. Et le pas fini, c'est aussi par rapport aux émissions de CO2. Hein, parce que tout ça, ça s'allie d'un objectif de réduction on en a de CO2. parlé, tout 95 grammes 2021, voilà. 75 grammes ou 70, on ne sait pas trop, 2025. Donc ce qui nous amènera aux véhicules aux 2 litres au 100 dont on parlera un peu plus tard. Oui, on va en parler effectivement tout à l'heure. Donc on voit combinaison SCR plus NOx, mais il y a aussi, Noureddin, des gains qu'on peut faire sur l'injection. Il y a encore, j'allais dire, de façon mécanique, des progrès qu'on peut encore faire sur le moteur diesel, par exemple. Ce qu'on peut dire, c'est que, on a parlé beaucoup de post-traitement, mais au niveau de la combustion, on n'a pas levé le pied, hein. Donc, au niveau de la combustion, je confirme. C'est presque atomique chez Delphi. Et, je vais parler du diesel. Il faut l'expliquer. Pourquoi on parle de combustion atomique? Non, mais par exemple. Oui, donc au niveau de la combustion, alors y compris, je ne vais pas revenir sur la combustion à essence, injection directe, il y a aussi les travaux de combustion. Je pense que M. Marez l'a signalé. Vous pouvez dire Patrice, hein, vous connaissez alors. Donc au niveau du diesel, donc on travaille, donc il y a beaucoup de
un chantier énorme sur l'amélioration de la combustion de par l'injection. C'est normal, c'est un peu notre chasse gardée, donc c'est notre domaine d'expertise. Donc sur l'injection, on travaille sur une augmentation de la pression d'injection. Aujourd'hui, on est en production à 2000 bars. En moyenne, il y a certains véhicules qui sont à 2200 bars. Certaines qui viennent de rentrer sur le marché des voitures très haut de gamme à 2500 bars. Donc on travaille sur une évolution de la pression d'injection vers 2500 bars généralisées ou éventuellement 3000 bars. Il y a des recherches qu'on fait sur des injections à 3000 bars. Donc en fait, l'augmentation de la pression, il est accompagné par la réduction de la taille de trou pour améliorer encore plus la pulvérisation. Donc on travaille sur, je pense que... On est sur la physique quantique, pratiquement, non? On est sur la physique. Donc aujourd'hui, on utilise des moyens de recherche qu'on utilise en médical, comme les rayons X, pour observer les structures, les ligaments, les premiers ligaments, où en fait on s'intéresse au passage de la phase liquide à la phase gouttelette ou ligament avant de passer à la phase évaporation. Et il y a de la post-injection, il y a plein de choses. Il y a de la post-injection, c'est-à-dire on travaille à la fois sur la physique de la pulvérisation, comment on peut faire mieux encore et supprimer, voire réduire les particules. Donc on travaille sur des combustions propres. Et en parallèle, bien sûr, il y a l'extension de la flexibilité du système d'injection en augmentant le nombre d'injections. On parle de 9 injections par cycle. Sur un même cycle, on a commencé par 2 injections. Aujourd'hui, on est à 7 injections sur certaines applications et on va passer à 9 injections possibles sur le même cycle, sur un même cycle. Donc on a des injections, on a une précision, c'est de l'ordre de la microseconde sur les ouvertures et la fermeture de l'injecteur. Donc ces 2 améliorations vont permettre à la fois, bien sûr, de continuer à travailler pour réduire les émissions à la source. Ça veut dire qu'on prend des ingés de la NASA maintenant pour travailler chez Delphi? Là, je ne peux pas dire ça, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, on s'intéresse à tout ce qui existe comme moyen de recherche, même dans le médical. Pour s'intéresser, il y avait plein de publicités. On montrait la taille de trou. Je pense qu'il y en a aussi chez Bosch, des publicités. On montrait le trou d'injecteur aujourd'hui. Il a la taille d'un cheveu. Donc on fabrique dans une usine 20 000 injecteurs par jour et chaque injecteur il a 8 trous et avec une précision de l'ordre de 1,5% sur le débit par trou. D'accord, ce qu'il va débiter même à 2500 bars. Donc on est sur quelque chose de la très très haute précision. Et donc l'objectif c'est d'aller encore plus loin. On parle de trous de 80 microns. Donc ça veut dire on va descendre en dessous de la taille d'un cheveu pour les trous d'injection. Alors maintenant, on commence à observer, bien sûr, avec finesse, l'échelle. On n'est pas loin de l'échelle atomique sur la structure des ligaments en sortie de trous d'injection pour bien comprendre le phénomène et améliorer la géométrie, bien sûr, de la buse, la géométrie de l'injecteur, améliorer la précision, etc., etc. Bon, Christian Maker, chez Bosch, même considération? C'est la même physique. Oui. Ce sont les mêmes cheveux? Ce sont les mêmes cheveux, c'est les mêmes solutions techniques qu'on utilise. Et je pense qu'après, le challenge, indépendamment d'avoir l'expert NASA, c'est effectivement avoir une technologie qu'on sait fabriquer dans des volumes automobiles, avec une qualité automobile, et qu'un constructeur peut encore acheter. Sachant que ce n'est pas les clients qui achètent, mais il faut que le constructeur puisse encore acheter. Et c'est ça le challenge. Ça intéresse beaucoup Patrice Marès, évidemment. Voilà. Parce qu'après, faire de la high-tech que personne ne peut acheter, c'est facile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, ça intéresse les constructeurs, j'allais dire occidentaux, mais il n'y a pas que. D'autres constructeurs dans le monde s'intéressent également à cette technologie. Oui, aujourd'hui, je pense que, de toute façon, un constructeur, aujourd'hui, joue sur l'ensemble des pays dans l'ensemble du monde. Presque. Bon. Mais donc après, ça veut dire qu'ils sont obligés de trouver des solutions techniques pour ces différents marchés. On parlait du diesel, par exemple, aux États-Unis. Aujourd'hui, le diesel se développe aussi au Japon. En Asie, il y a plusieurs pays, bien sûr. En Inde, aujourd'hui, le diesel fait 50% du marché en Inde, 40% en Corée. En Thaïlande, il y a un certain nombre de marchés où il y a du diesel. Effectivement, c'est une technologie qui existe dans beaucoup de marchés dans le monde. Et donc, à chaque fois, il y a des spécificités du marché. Il y a la technologie qui permet de répondre à ces attentes. Donc, c'est une technologie qui, pour nous, se développe. En France, en ce moment, on souffre un peu. On peut le reconnaître. Mais partout dans le monde, aujourd'hui, on voit une croissance légère. Et pour nous, ça s'équilibre. Patrice Marès, question par rapport au développement international. On voit qu'aujourd'hui, les constructeurs occidentaux font des efforts incroyables en Europe pour
s'adapter aux normes. Est-ce que tout ce travail vous est bénéfique pour justement investir d'autres marchés où Oui. justement aujourd'hui le diesel est assez Alors, peu représenté, mais Donc, connaît un alors, potentiel? Alors, d'une manière générale, oui, et je distinguerai ensuite diesel et essence. De manière générale, oui, parce qu'en fait, les pays qui sont à fort taux de croissance, si je puis dire, vont beaucoup plus vite, si je puis dire, pour se mettre, et c'est tout à fait normal, ils choisissent tout de suite, quasiment tout de suite les niveaux les plus récents ou les plus sophistiqués de normes. Ça veut dire que nous, naturellement, on va bénéficier de l'acquis, Europe-Chine par exemple, de l'acquis, et c'est d'ailleurs aussi intéressant parce que ça permet de réduire la diversité et d'amortir finalement les efforts de R&D qui ont été faits en faveur de... Et il n'y aurait pas de raison d'ailleurs pour que telle ou telle zone du monde ne bénéficie pas des progrès qu'on a pu faire. Alors maintenant, diesel et essence. Essence, je vais dire, s'applique complètement à l'essence. Regardez la Chine par exemple, les objectifs en matière de consommation, en matière d'émissions, etc. L'Amérique latine, c'est pas tout à fait pareil, mais ça y ressemble, ça en prend complètement le chemin. Et donc, et puis je ne parle pas des États-Unis où nous ne sommes pas, mais c'était quelque Pas chose qui encore. était... On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Ça pourrait changer. Hein. Et, Carlos Tavares, il n'est pas contre hein, dans Back in the Race. Hein. Attention. Hein. Alors, pour le diesel Attention maintenant... s'il y a des journalistes dans la salle. Hein, quand même. Alors, pour le diesel maintenant, les marchés sont plus localisés en fait en matière du diesel. Pour nous, ça reste PSA Produit essentiellement en marché européen, un peu en Amérique latine aussi. On s'intéresse au marché asiatique, etc. Il y a le marché indien où nous ne sommes pas, qui est également extrêmement important, hein, 50% de la production qui est en diesel, etc. Mais de toute façon, cette conclusion-là est valable aussi. Et ils progressent aussi en exigences réglementaires et c'est portable. Alors après, ce qui peut limiter, j'en terminerai là, c'est parfois les qualités de carburant. Et on a parfois une inadéquation entre la technologie qu'on veut valoriser et le carburant qui est disponible dans la région. Mais ça progresse aussi dans ce domaine-là très bien. Alors on a parlé de post-traitement, on a parlé d'injection atomique. Il y a aussi un élément qui concourt à la dépollution et à l'efficacité énergétique. C'est la récupération thermique à l'échappement, un domaine qui est encore un petit peu pas trop à la mode, mais sur lequel travaille Faurecia en tout cas. Disons un domaine naissant. Voilà. Un domaine naissant et qui s'axe beaucoup plus sur la réduction des émissions de CO2. Donc l'idée de ce type de dispositif est relativement simple. Bon, on dit en général que quand on met 1 litre de carburant dans le réservoir, il y en a un tiers qui sert à faire avancer la voiture, un tiers qui sert à chauffer l'eau du moteur et puis l'habitacle, et puis un tiers qui est perdu à l'échappement pour les petits oiseaux. Ça leur permet d'avoir un petit peu plus chaud l'hiver. Donc l'idée de ce type de dispositif, hein, qu'on avait lancé en première mondiale avec PSA en 2006, c'est de récupérer justement cette énergie qui est perdue dans les gaz d'échappement et de la valoriser, de la rendre utile. C'est un petit peu le principe du recyclage, sauf que là on fait du recyclage d'énergie. L'idée est relativement simple. Dans un premier temps, on a d'autres solutions un petit peu plus compliquées et un petit peu plus, qui permettent de valoriser un petit peu mieux cette énergie, mais c'est pour la suite. C'est peut-être un peu plus cher aussi, non? Tout de suite, vous parlez d'argent. Les grands mots, les grands mots. Dans la vie. Donc parlons de cette solution qui n'est pas chère et que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre stand au salon. Qui illustre d'ailleurs très bien le programme de l'Hydrosant, on en parlera un petit peu plus tard. Tout à fait. Donc l'énergie, je reviens à cette énergie, c'est de l'énergie thermique et on récupère cette chaleur que l'on transfère à la chaleur du circuit de refroidissement moteur. Ça permet dans les phases de démarrage, quand le moteur est froid, il faut savoir que juste après le démarrage, on peut consommer jusqu'à 30 à 50% de plus du fait sur les premières secondes, du fait que le moteur est froid, qu'il frotte énormément. Et donc cette énergie, on l'apporte au moteur pour réduire rapidement ses frottements et ça permet un gain en consommation et une réduction des émissions de CO2. Alors en plus c'est diabolique puisque ça marche encore mieux dans les conditions réelles d'usage, notamment en hiver. Et parce qu'en plus de réduire votre consommation de carburant, ça améliore le chauffage de votre habitacle. Vous savez que dans votre voiture, parfois l'hiver, vous attendez un petit peu, vous avez froid, puis vous attendez beaucoup, vous avez toujours froid. On consomme moins, on est mieux chauffé, c'est incroyable. Voilà. Et donc, on arrive à faire ce paradoxe. On consomme moins de carburant et on a chaud plus vite. Et tout le monde est content et c'est pour le coup pas cher. Bon, c'est formidable. J'aimerais qu'on explique davantage ce que représente ce nouveau cycle. Parce qu'aujourd'hui, on a le cycle NEDC et les consommateurs voient bien la différence entre ce qui est annoncé sur le papier, les émissions de CO2 et la consommation, et la réalité. On parle d'un nouveau cycle qui est censé être plus réaliste. Est-ce que ce sera vraiment le cas ?
Qui veut prendre la parole là-dessus? Vous battez pas, hein, surtout. Hein. Allez, Patrice. Bon, donc, je ne vais pas en parler trop dans le détail parce que ça serait. Donc, le nouveau cycle, hein, si on parle du cycle, c'est ce qu'on appelle, et je ne citerai que ce terme barbare, WLTC. W veut dire World, et c'était la tentative qu'il y a eu donc d'essayer de tendre vers un cycle mondial, en fait. Bon, vous savez à peu près tous que pour convaincre les Américains de se mettre dans un cycle unique, eux, ils sont d'accord à condition qu'on choisisse le leur. Hein, donc, ça ne sera pas un cycle mondial. Mais alors. Donc oui, plus représentatif, donc différent, plus long qu'un cycle. Qui tient compte par exemple de la clim, alors voilà, par exemple. Donc, plus long, et aussi qui tient compte en fait des vraies conditions, des conditions plus réelles, si je puis dire, de prise en compte du véhicule testé, c'est-à-dire par rapport à sa masse, par rapport à ses conditions d'essai, etc. Et donc en ce sens, si je puis dire, c'est une évolution importante qui va, dans certaines mesures, s'approcher un peu plus de ce que voit le client. J'insiste pour dire qu'il y a un deuxième point qui est très important, et je voudrais parler de RDE, qui est une contrainte, elle, au moins aussi importante que l'évolution du cycle, qui consiste à appréhender les émissions, en gros, en dehors du cycle, même y compris en dehors de ce nouveau cycle, pour être sûr qu'en fait, que la technologie qu'on déploie, elle est efficace dans toutes les conditions de fonctionnement. Donc concrètement, on peut se dire que dans 3 ans, les chiffres qu'on nous donnera de pollution, de consommation seront un peu plus fidèles. Oui, oui, oui. Alors, il reste à confirmer complètement les dates d'application de ce nouveau cycle. Ça n'est pas complètement décidé, mais on s'y prépare. Si c'est pas là, ça sera 2 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Enfin, ce qui est quand même fou, c'est qu'on est en 2014, on parle de quelque chose pour 2017, et au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas encore exactement ce qu'il faut faire. Tout à fait. Et il existe, et là je voudrais surtout pas être trop détaillé, mais il existe en plus un tas de modes opératoires, si je vais le dire simplement, de modes opératoires qui restent à préciser dans le détail sur l'OBD, etc., et qu'on connaît quelquefois quelques mois seulement après le lancement. Ça veut dire qu'il a fallu faire un certain nombre d'hypothèses. Alors, Noureddine, parce que j'ai eu l'occasion de visiter votre centre de recherche au Luxembourg. Bon, les banques, on n'a pas eu trop le temps, mais une prochaine fois, à la limite, on verra ça. Vous, des fois, pour un client, vous prenez tout en charge, hein, l'homologation, le développement du moteur. C'est ce qu'on appelle le turnkey, hein, dans votre jargon. Concrètement, ce nouveau cycle, c'est vraiment différent. Enfin, d'ores et déjà, vous vous y préparez, vous avez tous les outils pour ça? Exactement. Donc, il faut savoir on fait partie du groupe de travail à la Commission européenne. Donc, on fait des tests dans notre centre de recherche chez Delphi. Et aussi, on participe donc à la réflexion, hein, au sens large. Donc, ce qu'il faut dire, je pense que ça a été dit auparavant, ce qu'il faut préciser, c'est que aujourd'hui, on a un cycle que tout le monde critique. Il dit qu'il ne représente pas réellement tous les transitoires. Mais c'est vrai. Et aussi, donc, il ne représente pas les conditions atmosphériques, d'altitude, etc., parce qu'on fait un test dans des conditions figées à 20 degrés, à la pression atmosphérique, avec un cycle un peu plus court, parce que le moteur n'a pas le temps de chauffer, etc., etc. Donc le nouveau cycle, oui, on est responsable, on met en série des applications pour nos clients, où on les prend en charge complètement, y compris donc la combustion, l'optimisation aussi des jets d'injecteurs à l'intérieur de la chambre de combustion, la calibration, l'émission froide, l'émission chaude. Et donc ce cycle, bien sûr, il représente un travail supplémentaire, donc il va y avoir un coût de développement supplémentaire. À la fois, donc, il va y avoir aussi des investissements au niveau de l'équipement, parce qu'on parle aussi de rajouter aussi, soit d'avoir un système portable, ce qu'on appelle des PEMS, hein, Portable Emission Measurement System, qu'il faut rajouter dans nos développements, hein, qui vont être embarqués, hein, sur des véhicules, ou bien de donc, rajouter autrement aussi dit, des outils, il faut revoir toute l'organisation des essais. Exactement. Donc là, on parle bien sûr dans 3 ans, on cherche à introduire la norme, mais l'objectif, je pense, qui est intéressant, c'est de travailler dans cette réflexion-là. Et à la rigueur, la date, peu importe la date auquel on va introduire cette norme-là, il faut savoir que ce cycle-là ou cette réglementation va améliorer. Il va régler beaucoup de problèmes qui sont pointés du doigt aujourd'hui, de dire que le cycle ne représente pas la vraie conduite parce qu'il a été fait il y a une 30aine d'années, etc., etc. Je reviens juste sur vous avez parlé du marché mondial, parce qu'on parle de cycle. Donc on a des véhicules aujourd'hui diesel, parce que tout le monde dit, bon, est-ce que le diesel va continuer d'exister sur le long terme, oui ou non? On a aujourd'hui, en parlant de la norme émission aux États-Unis, la norme qui va venir en 2017, c'est l'équivalent de l'Euro 6, l'Euro 6C, hein, en Europe. Donc il s'appelle le LEV 3. Donc cette norme-là, on parle aussi d'environ 30... LEV signifiant Low Emission Vehicle. On parle de 30 mg
30 mg de NOx par mile. En fait. Donc aujourd'hui, il y a des véhicules, on a des véhicules sur le centre technique qui satisfont en fait cette norme. C'est-à-dire que les Américains ont des véhicules diesel qui sont plus propres que chez nous ? Pas automatiquement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes aujourd'hui, ils autorisent plus de particules. Mais il y a une convergence qui se décide. Il y a une convergence qui va se décider, c'est-à-dire le LEV 3, ce qui va venir en 2017, même si aujourd'hui ils ne sont pas tout à fait d'accord pour le cycle européen, le cycle international WLTP, qu'on est en train de faire en Europe. Par Patrice Marez. Mais au niveau des émissions, on a des véhicules qui vont atteindre la norme américaine future. Et qui sont déjà pratiquement sur la route, donc qui sont équipés, comme il l'a dit Christian, de NOx-Trap et de SCR. Alors, on a vu que c'était un challenge pour les constructeurs européens. On peut imaginer, Christian Mecker va emprunter à la maison Bosch, pour les constructeurs allemands qui ont les plus gros véhicules, ce changement de cycle d'homologation, on peut imaginer que pour eux, ça représente un plus grand écart peut-être à franchir pour respecter les normes ? Non, pas automatiquement. Parce qu'après, dans les contraintes et dans le détail, la taille du véhicule, la masse du véhicule peut aussi rentrer en ligne de compte. Donc après, les exigences ne sont pas forcément exactement les mêmes. Donc oui, pas forcément. Non. Oui. Oui, Patrice. Un élément complémentaire. On a travaillé, toute la communauté, pour travailler sur le CO2. PSA, Peugeot, Citroën, aussi Renault et d'autres ont promu en fait une technologie qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire les petits moteurs, des moteurs avec de la technologie, avec une forte densité de puissance pour apporter aux clients un vrai gain en consommation. Et vous voyez tous, je pense, vous avez tous fait les essais en conditions réelles avec des vrais gains en consommation. Cette tendance a une contrepartie par contre sur l'aspect émission, c'est de charger en fait le moteur, surtout quand on met des petits moteurs ou sur des gros véhicules. On regarde PSA, mais aussi Renault, etc. On a mis le pari de mettre Ford aussi, avec de l'EcoBoost par exemple, et c'est la voie du progrès parce que ça donne des vrais gains en consommation. Par contre, dans la vraie vie, le moteur peut être un peu plus chargé, etc. et peut rencontrer des problèmes ou nécessiter un peu plus de technologie pour pouvoir dépolluer dans les conditions chargées. À cause de ça, je vais citer, et je ne voudrais surtout pas les caricaturer, il y a une partie de la gamme des véhicules allemands qui sont des moteurs avec des véhicules performants et des plus grosses cylindrées. Et là, ça va poser à peu près aucun problème du tout en dépollution, mais on ne sera pas du tout au même niveau en CO2 et en consommation. C'est-à-dire que la consommation, c'est une bataille de tous les jours, et le compromis consommation-émission, et on se bat donc tous les jours pour apporter un vrai gain en consommation. Le downsizing en est une première conclusion évidente. Par contre, le downsizing apporte une difficulté par rapport aux évolutions de la norme, c'est de traiter les émissions à forte charge. L'urée est une réponse, la SCR, dans le cas du diesel par exemple. Alors on a parlé d'Euro 6 phase 1, phase 2, donc on voit qu'il y a des choses qui sont en préparation naturellement. Aujourd'hui, Euro 7, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous commencez à travailler ? Est-ce que vous avez des informations ? Parce qu'on voit bien que pour Euro 6 phase 2, déjà, vous n'avez pas tous les éléments. Oui. Alors, donc, Euro 7. Alors, déjà, c'est Euro 7, tout le monde n'emploie pas le terme Euro 7 parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est Euro 7. On se dit, il va se passer quelque chose. On peut imaginer qu'il y aura une suite. On peut imaginer qu'il y aura un Euro 7. Donc, et donc, forcément, on regarde, etc. Très clairement, il y a une pression forte sur la consommation et c'est la voie normale, et je dirais c'est notre métier, toujours d'apporter un plus aux clients, la consommation en fait partie. Et bien entendu, poursuivre, si je puis dire, les progrès en émissions, mais avec une démarche assez raisonnable. Si je prends l'exemple du diesel, c'est pouvoir avoir complètement rendu facile l'utilisation d'un système SCR avec un réseau qui permet de distribuer l'urée facilement. Par exemple, en fait. Et puis, bien entendu, on va continuer nos programmes de consommation. Et là, je voudrais souligner ce qui a été dit par mes collègues sur des travaux sur la combustion, par exemple, ou la suralimentation, avec des progrès énormes qui sont apportés par mes collègues, là, en fait, et qui viennent en complément large de tout ce qui peut être fait sur le post-traitement. Et ça, ne l'oublions pas, ça travaille de fond également sur les pertes mécaniques, sur la base moteur, etc. Alors, justement, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, est-ce que la solution, donc, à terme, n'est pas d'ajouter de l'électrification par rapport au moteur, essence ou diesel, ce soit compresseur électrique ou électrification au sens hybride. Alors ça fait bien entendu complètement partie. Quand j'ai cité, on a beaucoup finalement parlé de la partie de cette séance de post-traitement parce que c'est un sujet porteur d'actualité. C'était la priorité pour la norme. Mais il n'y a pas que le post-traitement. Mes collègues l'ont dit là, donc la combustion, la base moteur, etc. Mais aussi l'électrification. Et là aussi, c'est quel taux d'électrification. On peut aller entre le stop and start jusqu'au véhicule électrique pur, et c'est une évolution continue. Et là,
là, il faut choisir. Et dans les équations et dans les Lego que nous avons construire pour le futur, à Horizon Euro 7, l'électrification fait bien évidemment partie des solutions avec toujours quel ratio coût-efficacité. Hybride diesel toujours ou pas? L'hybride diesel fait partie. Je pose la question de façon innocente, naturellement. L'hybride diesel fait partie des solutions qui sont étudiées, bien évidemment. Hybridation tout court, oui, bien sûr. Oui, hybridation, mais hybridation ne veut pas forcément dire électrification. D'accord. C'est quand même, j'y tiens. Mais encore. Tiens. Hybridation veut dire une deuxième source d'énergie, en parallèle du Vous parlez moteur de thermique. hybridaire, par exemple. Par exemple. Donc, Ça y est, j'ai trouvé un partenaire pour... non. C'est un scoop. Hein, donc l'hybride hydraulique effectivement utilisé et présenté par PSA Hybridaire dans le cadre du 2 litres 100, c'est aussi une solution. Il y a bien sûr la 208 Hybridaire et la C4 Cactus. Exactement. Qui arrive à plus de 2 litres 100, qui était mesuré sur le cycle, 46 grammes de CO2, tout ça sans électricité supplémentaire. Donc il ne faut pas penser qu'hybridation, ça veut forcément dire électrification. Il y a d'autres solutions qui existent. Alors justement, donc Stéphane Martineau, puisqu'on parle du 2 litres au 100, Forcia a contribué de façon active, donc allègement, mais aussi par exemple ligne d'échappement compacte. Oui, tout à fait. Enfin, il y a, je crois, 3 véhicules de litre au 100. Il y a 2 véhicules de litre au 100, il y en a un qui fait 1 litre. Je m'excuse, monsieur Marez. Pardon, vous avez raison de rectifier. Mais c'est le même programme de litre au 100, on est bien d'accord. Il y a 3 véhicules issus du programme de litre au 100, 2 pour PSA Peugeot Citroën et 1 pour Renault. Nous sommes bien entendu présents sur les 3 véhicules, avec des réponses différentes. Donc pour la version Peugeot et la version Citroën, on propose une approche court terme, puisque l'objectif était d'une mise en série relativement rapide, où on a poussé à leur limite les matériaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc on est sur une approche relativement conventionnelle, mais on a travaillé énormément pour réduire l'épaisseur des matériaux, et on arrive à un gain d'environ 2 kg sur cette ligne d'échappement. Alors 2 kg dans l'absolu, ça peut paraître peu, mais on part d'une ligne qui à l'origine fait 9 kg. Donc on est sur du 20-25% de réduction. Sur le véhicule Eolab de Renault, on est allé dans une approche beaucoup plus en rupture, puisqu'on part d'une ligne courte. Enfin, il faut savoir qu'une ligne d'échappement, si je le prends comme ça, elle remplit grosso modo 3 fonctions. La première, appelons-la la première, c'est de réduire les émissions de polluants, on vient d'en parler longuement. La deuxième, c'est de réduire le bruit également, qui est émis par le moteur. Et la troisième, qui est toute bête, on n'y pense jamais, mais qui est aussi de conduire les gaz d'échappement finalement de la sortie du moteur jusqu'à une autre sortie ailleurs que sur le moteur. Donc c'est à celle-ci qu'on s'est attaqué en premier, en disant mais pourquoi emmener les gaz d'échappement jusqu'à l'arrière de la voiture, rajouter des matériaux, des tuyaux et donc de la masse inutilement si on peut faire autrement. Et vous verrez donc sur notre masterpiece, l'échappement s'arrête, c'est un échappement ultra court, il s'arrête juste à l'avant des sièges passagers. Bon, bien entendu à l'extérieur de l'habitacle. C'est pour les réchauffer, non? C'est ça. Donc ça contribuera effectivement à les réchauffer. Et donc avec Renault, nous avons travaillé à cette intégration et notamment à l'écoulement des gaz sous caisse, de telle sorte qu'il n'y ait pas de gaz d'échappement qui rentre dans l'habitacle ou qui viennent perturber l'écoulement sous caisse. Donc ça, c'est la première chose qui est faite. Et la deuxième, ça a été de repenser la fonction acoustique. Mais comment est-ce que je vais réduire le bruit? Et surtout, comment, en la repensant, je peux aller plus loin en termes de réduction de masse. Donc la première chose que nous avons faite, c'est de ne plus utiliser un silencieux conventionnel. Un silencieux, c'est le petit volume que vous avez dans votre ligne d'échappement, là, qui est un peu plus gros que le tuyau central, et c'est là-dedans qu'on fait la réduction acoustique. Et ce qui se passe sur un silencieux traditionnel, c'est que les gaz d'échappement passent au travers. Donc des gaz d'échappement, quand on est sous caisse, on est quand même entre 600 et 400 degrés, donc sur des températures relativement élevées. Ici, ce que nous proposons, c'est une solution qu'on appelle un résonateur de Helmholtz, qui en fait est mis en dérivation. Un résonateur de, pardon? Helmholtz. Oui. Helmholtz. Pardon pour la personne qui Les spécialistes reconnaîtront. qui retranscrit. Mais pour faire simple, c'est juste un volume de détente qui est mis en dérivation du circuit principal, ce qui fait que les gaz d'échappement, eux, vont toujours vers la sortie. Par contre, l'onde de pression acoustique qui l'accompagne, comme elle se propage dans toutes les directions, une partie de celle-ci va se diriger vers ce volume en dérivation. Et donc va être atténuée en rentrant dans ce volume, se réfléchir au bout, et puis ressortir. Donc c'est comme ça qu'on fait l'atténuation de bruit. L'effet principal de cette nouvelle architecture, c'est
Comme le gaz ne va pas à l'intérieur, ce résonateur ne voit pas les températures de plus de 400 degrés. On est plutôt aux alentours au maximum de 200-250 degrés. Et qui dit 200-250 degrés dit qu'on n'a plus la nécessité de recourir à des métaux ou à de l'acier inoxydable. Donc ce qu'on propose ici, c'est une solution plastique, tout simplement, qui permet par rapport à un même résonateur en métal de gagner 800 grammes, ce qui fait qu'au total, sur cette ligne, on gagne 2,3 kg. Et 2,3 kg sur une ligne qui, à l'origine, faisait 7 kg. C'est-à-dire qu'on a une solution à 30% de réduction de la masse. Le tout sans impacter le confort Pour pas cher, acoustique, pour pas qui que cher. ce soit, et pour pas cher. Alors, j'ai eu l'occasion de rouler Keolab la semaine dernière et j'ai roulé aussi que le prototype hybridaire. Solution intéressante. En tout cas, ce qui était vraiment symptomatique, c'était de voir que la filière automobile française s'est vraiment mobilisée, Patrice Marès, pour arriver à ce résultat qui paraît incroyable. Et en tout cas, vous anticipez très largement sur les futures normes. Oui, alors c'est une démarche tout à fait coopérative, avec une forte coopération et ouverte en fait, et le cercle n'est pas fermé d'ailleurs. Donc ça c'est un point important, c'est une démarche de fond, et le but c'est en fait de trouver des solutions techniques. Donc il y a une première concrétisation, 2 litres pour nous, 1 litre pour Renault, etc. Et surtout de se mettre dans une démarche qui permet à la fois de faire de la technique, mais maîtriser les coûts et maîtriser l'approche industrielle. Et vraiment, ce qui est important. En plus, si je puis dire, on choisit un certain nombre de voies. On parle beaucoup, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de GMP, de chaîne de traction, post-traitement, Mais il n'y a pas que ça, il y a etc. l'allègement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des thèmes forts sur l'allègement, sur les matériaux, sur l'aérodynamique du véhicule, etc., sur les roues, sur les coefficients de frottement. Et donc, il y a cet aspect mise en synergie, et avec des effets amplificateurs, le fait de, quand on allège de ce fait-là, on peut modifier les points de fonctionnement du moteur, et de ce fait-là, refaire du downsizing. Donc, il y a toute cette démarche qui est le résultat, en fait, de travail en commun. Ce qu'il faut avoir en tête, quand même, au-delà de la performance technique d'ingénieur, j'ai envie de dire, c'est ne pas perdre de vue qu'il faut être capable de produire, il faut maîtriser des coûts, il faut être capable de produire ça correctement et de pouvoir offrir aux clients et qu'ils retrouvent cette prestation, mais à un coût abordable en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un point très important. Petite question, Noureddine Guérassi, on en a parlé lorsque je suis venu vous voir au Luxembourg. C'est la convergence possible entre essence et diesel, parce que justement, donc, les équipes essence et diesel, chez vous, travaillent ensemble et essaient de mettre en commun un certain nombre de moyens. Donc, il faut savoir que donc, au niveau de la recherche, on ne veut pas rester à la position qu'on a aujourd'hui avec une pensée bipolaire, essence-diesel. Donc, je pense que si on remonte l'histoire, on va voir qu'au début, il n'y avait que des véhicules dans l'automobile. Il n'y avait que des véhicules à essence jusqu'au... C'était même électrique versus essence, voilà, si on se rappelle le début du 20e. Donc Delphi, en parlant de Delphi, donc c'est plus d'un siècle, un peu de l'équipement. Donc au début, il y avait beaucoup plus de véhicules à essence. Et pourquoi donc au niveau du raffinage, donc c'est toute notre histoire en fait qui a fait qu'on a aujourd'hui 2 motorisations différentes. Parce qu'au niveau du raffinage, donc au début on a raffiné on a cherché à produire que du carburant léger, qui était le kérosène, l'essence, etc. Et le moteur diesel, donc initialement, il avait commencé avec l'injection de poudre à charbon. Ensuite, on a récupéré un peu la partie lourde du pétrole pour l'utiliser dans les moteurs diesel, parce que le moteur diesel, de par sa compression, la compression atteint une température très élevée. On n'a pas besoin d'étincelles ou de bougies pour déclencher la combustion. Il se déclenche elle-même automatiquement par l'échauffement de l'air lors de la compression. Donc on a utilisé des carburants beaucoup plus lourds. Et ensuite, donc, l'introduction en fait, du diesel sur l'automobile nous a amené à imposer des normes sur les carburants. Donc carburant diesel, il est beaucoup plus propre. Et il y a une norme internationale sur les propriétés en fait, du carburant que vous achetez à la pompe. Donc la question qu'on se posait au niveau scientifique, est-ce qu'on va continuer à penser d'une façon bipolaire entre 2 combustions dont l'histoire nous a conduit à les garder tous les 2 aujourd'hui. Alors, sachant qu'il y a déjà eu des précédents, on se rappelle du prototype de Mercedes sur le Diesauto par exemple,
Et même Volkswagen avait Il y eu avait cette des pensée tentatives, aussi. oui. Donc là, maintenant, Avec le CCS. chez Delphi, donc, il y avait des travaux de recherche qui sont publiés. Hein, il a été présenté à Aix-la-Chapelle, aux États-Unis, à Au l'AXAE. SAE, il y a Donc c'est quelques mois. notre question, c'est de dire est-ce qu'on pourra faire fonctionner un moteur à essence sans étincelle, donc ce qu'on appelle, on l'appelait chez nous, chez Delphi, GDCI. Bon, en anglais, hein, désolé, je traduirai. Gasoline pour G, Gasoline c'est ça Direct Injection Compression Ignition. C'est-à-dire, on a enlevé la bougie, on injecte de l'essence. Ils vont pas être contents chez Bosch, parce que dans les bougies, Par contre, ça on en fait va- du business en moins. On va augmenter la pression et on va. Alors, il y a deux recherches. Il y a des recherches qui se font aux États-Unis par mes collègues sur l'essence qui consistent à faire fonctionner le moteur à essence comme le moteur diesel. Donc, les résultats, ils sont très impressionnants au niveau de la consommation, des émissions, etc. Et il y a un constructeur, hein, c'est Hyundai, qui s'intéresse à cette technologie, qui a publié avec Delphi. On a des démonstrateurs aux États-Unis. C'était sur une Sonata, je crois, de mémoire. Voilà, ouais, exactement. Alors en Europe, on travaille de l'autre côté, donc sur le moteur diesel. C'est de dire est-ce que le moteur diesel peut brûler aujourd'hui un mélange de carburant. Si on dit qu'on garde les raffineries d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourra demain utiliser une seule motorisation mais avec un carburant mélangé à Je suis sûr que chez pourcentage. Total, ils seraient très contents. Une seule Donc raffinerie. bon, là sur la partie combustion, voilà ce qui se fait côté essence et côté diesel. On a des tentatives de regroupement. Au niveau ingénierie, Delphi, il avait pris une action il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi aujourd'hui, je pense, de rassembler un peu les deux centres de recherche. Il y a des scientifiques qui travaillent sur le moteur essence, des scientifiques qui travaillent sur le moteur diesel. Donc on a maintenant une organisation commune. Au niveau du système d'injection, alors aujourd'hui, même sur les moteurs, hein, on parle de modularité sur les moteurs diesel. Hein, on utilise la même cylindrée, on a 3 cylindres, un moteur 1,5 litre, ensuite 2 litres, un moteur 4 cylindres, ensuite un moteur 6 cylindres, 3 litres, ce qui se fait chez BMW ou autres. On parle de modularité entre les moteurs diesel, mais il y a la pensée, elle va beaucoup plus loin, de parler de modularité entre le moteur diesel et le moteur à essence. Pourquoi ne pas avoir le même moteur ? Et au niveau système d'injection, d'avoir aussi un système d'injection commun, de produire des pièces en commun et d'avoir très peu de modifications, c'est-à-dire, on va dire, sur un système d'injection, par exemple, on a le même calculateur. Donc nous, aujourd'hui, on a coordonné le développement du software et de l'électronique pour les deux motorisations. Il y a des clients qui achètent le même calculateur pour les deux motorisations. Ensuite, au niveau du moteur, même en parlant du bloc moteur, en parlant de la culasse, en parlant des accessoires post-traitement, on peut aller beaucoup plus loin. Donc au niveau système d'injection, de dire voilà pourquoi on ne produit pas à la rigueur dans les mêmes usines les mêmes composants. Donc je pense que le futur, là on a plein de jeunes ingénieurs probablement dans la salle, notre monde il va changer. Donc la pensée qu'on a lancée au niveau recherche, c'est de changer cette pensée bipolaire qu'on avait Je vous depuis rassure, au longtemps. Luxembourg, ils parlent français. Hein, on peut Donc le dire, qu'on a tremballé depuis un siècle avec du raffinage, donc on commence à penser d'avoir qu'une seule technologie ou d'avoir les deux technologies mais avec très peu de modifications, à la fois sur l'électronique et la mécanique, le manufacturing, l'engineering, etc., etc. Alors voilà une vraie question, parce qu'on disait que le moteur diesel avec Euro 6 se rapproche du niveau de pollution de l'essence. Alors est-ce qu'à terme, il n'y aura qu'un seul moteur, qu'un seul carburant ? Qu'est-ce qu'on en pense chez PSA par exemple ? Non, on ne pense pas du tout. Je rejoins complètement Noureddine dans la mesure où, effectivement, par le biais du mélange des cultures, hein, des gens qui connaissaient bien le moteur essence, d'autres le moteur diesel, il y a eu des convergences techniques, par exemple, combustion, injection haute pression, suralimentation, downsizing, etc. Là, il y a effectivement de la convergence d'approche, ou aussi l'expérience de l'essence sur comment allumer des catalyseurs extrêmement vite, et on voit que pour la SCR en diesel, c'est les mêmes problématiques, etc. Après, pour valoriser les coupes pétrolières, effectivement, on voit bien quand même un moteur qui est quand même plus typé diesel et un moteur plus typé essence. Par contre, après, on a un travail de fond à faire et on engage ces réflexions pour dire comment va évoluer la coupe pétrolière et est-ce qu'on peut étendre, si je puis dire, les zones de fonctionnement d'un diesel d'un côté, de l'essence de l'autre. L'intersection commune avec un moteur unique, on ne le voit pas complètement pour l'instant. Même question pour vous, Christian Maker. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a d'autres carburants aussi. C'est pas que bipolaire. Hein. Oui, parce On que les brûle aussi carburants, il y a les biocarburants, il y a les l'alcool, carburants gazéifiés par exemple. Voilà, on peut gazéifier. Donc il y a aussi des marchés sur lesquels il y a du gaz qui existe. Donc on cherche des solutions gaz et on peut puiser du gaz dans des moteurs diesel. Donc il y a toute une panoplie de solutions qui vont exister sur le marché.
Et c'est à nous de trouver à chaque fois la solution technique. D'ailleurs, ce qui est répond à ces surprenant, contraintes. décidément on parle beaucoup d'eux, mais je crois que le Qatar travaille là-dessus, par exemple, sur des carburants gazéifiés. Ils sponsorisent un programme sur le sujet, tout à fait. Ils ont fait Pas des- que le PSG. Il n'y a pas que le PSG, il y a aussi le carburant gazéifié. Mais oui. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, bah, ça fait en tout cas pas mal de sujets de discussion. Et alors, donc, les 95 grammes de CO2, parce que c'est quand même 2021, c'est dans pas si longtemps que ça, finalement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le moteur seul, tel qu'on le connaît, essence ou diesel, est-ce qu'on peut y arriver facilement? Aujourd'hui, donc je pense qu'on l'a balayé. Il est clair que Il y en a qui arrivent déjà, hein, voilà, des moteurs dans 95 grammes. 95 grammes, c'est une Mais là, on parle moyenne. de moyenne gamme quand même. Hein. Voilà, on parle d'une moyenne concernant une seule valeur. Hein. C'est une moyenne de masse de flotte de 1350 kg. C'est le milieu de la courbe. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une courbe en fait qui donne l'objectif de CO2 pour une masse moyenne de flotte par constructeur. C'est le constructeur, par exemple, la masse moyenne de ses véhicules ou de sa flotte fait des 800 kg et lui, on lui autorise d'émettre un peu plus de CO2. Donc il y a une courbe en fait qui dépend de la masse. Donc le 95 grammes concerne la masse moyenne des véhicules en Europe qui est environ 1390 ou 1350 kg. Donc les 95 grammes aujourd'hui, on l'atteint sur des véhicules de cette masse-là. C'est-à-dire les véhicules probablement beaucoup plus légers. On a bien des Peugeot 308, Vous êtes on a quoi, bien à des Clio. 112, 113 grammes aujourd'hui en moyenne? Il y en a Oui, même moins. on a fait en 2013 115,7 exactement. C'était le café. Mais Monde. là, les derniers chiffres, c'est Les quoi, derniers chiffres, je peux citer, de l'autre côté du bâtiment, là vous pouvez aller voir. Donc la 308 Blue HDI à 82 grammes par exemple, 508 104 grammes avec des moteurs de 170 chevaux, etc. Donc on est, par contre, comme a dit Noureddine, attention à la moyenne. Donc on y va, ça nous fait pas peur. Par contre, n'oublions pas la moyenne, on a aussi des masses de véhicules, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur les GMP et puis un travail sur les véhicules aussi. Mais vous voyez qu'on a déjà de bonnes cartes en main. Oui, j'en profite puisqu'on parle de véhicules. Chez Forestia, on ne fait pas uniquement d'échappement, on fait également des sièges, des très beaux sièges tout fins magnifiques d'ailleurs, sièges. comme dans les Olab. Hein. Voilà, des sièges, des intérieurs de véhicules et puis également des éléments pour l'extérieur. Effectivement, Il y a de la fibre, hein, c'est quand même votre grand sujet. Hein. absolument, la fibre naturelle. Enfin, vous pouvez voir tout ça sur notre stand. Je vous encourage, C'est juste je vous en face, encourage hein, à y c'est aller, pas c'est loin. juste à côté. Au-delà de l'efficacité, du rendement qui est recherché sur les moteurs, je crois qu'une des pistes principales pour réduire la consommation, c'est réduire le besoin qu'on a en carburant et donc réduire la masse des véhicules. Donc tout à l'heure, c'est pour ça que je vous parlais d'allègement dans le cadre du programme de litre au 100. Mais vous trouverez sur notre stand, au-delà de l'échappement, sur les sièges, enfin sur tous nos produits, énormément de solutions d'allègement. Je parlais de 30%, mais on envisage même d'aller au-delà. Et on pense que ça contribuera à faire le complément aux progrès qui sont actuellement réalisés sur les moteurs. Chez Bosch, comment on voit cet objectif de 95 grammes horizon 2021? Je veux dire, atteignable. Aujourd'hui, les technologies existent pour l'atteindre. Donc ça a été prouvé. On est à 82 grammes aujourd'hui. Même les 82 grammes qu'on connaît aujourd'hui, on sait qu'on saura aller encore plus loin. Avec éventuellement... 69 grammes sur hybridaire, par exemple. Oui, mais ça, c'est déjà prouvé. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est déjà plus un challenge. C'est de la réalité. Le challenge... Non, mais sérieusement, avec les technologies qu'on a aujourd'hui et qu'on a dans les tuyaux, on sait qu'on pourra encore, sur les moteurs essence et diesel, d'ici 2020, gagner entre 10 et 15% de consommation, qui va permettre donc aux constructeurs, en moyenne, d'atteindre son objectif de 95 grammes. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins jusqu'à 2020, voire 2025, les moteurs thermiques, sans aucun problème, peuvent atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Alors, 2020, oui, parce que c'est connu. Oui, 2025, vous savez pas encore. 2021, plus pour être précisément, parce qu'effectivement, Madame Merkel a poussé à une année de plus. 2025, aujourd'hui, c'est pas connu. Il y a des chiffres qui circulent, j'ai entendu 75 grammes, mais aujourd'hui, il n'y a pas de données qui sont figées. Donc, on sait qu'effectivement, ça va être inférieur à 95. Quelle va être la pente? Aujourd'hui, on ne la connaît pas. Mais c'est à nous, derrière, de nous préparer, parce que, comme le disait Patrice tout à l'heure, le législateur ne nous laissera pas 5 ans. Il faudra bien qu'on se prépare, et après, c'est à nous de trouver les meilleures solutions au bon moment pour les exigences qu'on aura pour 2025.
Donc là, je voulais apporter un petit complément pour pouvoir faire ce score. Hein. Donc déjà l'horizon 2020 et après celui dont a parlé Christian juste avant, il y aura bien entendu un pourcentage d'électrification croissant, bien évidemment, ça c'est clair, mais aussi il faudra intégrer un pourcentage de diesel significatif en fait, hein, même si on le voit évoluer à terme, pour pouvoir réussir ce score environnemental en CO2. Et ça, sans maintenir un pourcentage de diesel suffisant, ça se pourrait être très compliqué. Et c'est toujours la même chose après, c'est quel ratio coût-efficacité et temps de propagation des solutions chez les clients. Et donc c'est important, n'oublions pas le diesel pour réussir ce score environnemental. Et dans l'hybridation, il y a le rechargeable, puisque ça a été annoncé pendant le mondial, oui, bien sûr, de façon officielle. Mesdames, Messieurs, on a fait un petit peu le tour de la question de ce côté-ci de la table. Donc maintenant, nous avons quelques minutes pour des questions. Justement, à propos de l'hybride rechargeable, on voit sur le salon des consommations qui sont à partir de 0 litre au 100 sur des grosses Mercedes classe S ou des classes E. C'est 3 litres au 100, je crois, pour la S500 plug-in. Hein. Oui. Alors quand on parle de WTP ou du nouveau cycle ou de RDE, est-ce que tout ça s'est pris en compte? Parce que je pense que le client est floué dans ces opérations-là. Quand il regarde cette voiture, il achète ça et il va faire 20 litres au 100 quand il fera un Paris-Nice. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à dire et il serait urgent que tout ça passe dans les normes, parce que sinon c'est quand même un petit peu... Alors, Emmanuel, je pondérais un tout petit peu, défendre un tout petit peu le réglementateur. Les dispositions hybrides rechargeables sont en cours de clarification et elles sont prises en compte. C'est même assez compliqué d'ailleurs, hein, tout comprendre et à les appliquer, à les traduire, etc. Après, bien entendu, le dispositif réglementaire, il ne va pas tout attraper. Et tu as cité le cas sur l'autoroute avec un véhicule essence sans aptitude ou en partant d'une batterie pas forcément chargée. Enfin, et effectivement, on retrouve des réalités physiques bien évidentes. Mais malgré tout, la réglementation attrape bien les différents contours. Je vais citer par exemple des niveaux de batterie, de charge batterie, au début du cycle et à la fin du cycle. On va pas si on fait un bilan batterie nulle entre début et fin de cycle, forcément là on piège pas les clients quoi, en fait. Ça fait partie, mais les dispositions sont beaucoup plus complexes que celles toutes simples que je viens de citer, mais c'est pris en compte en grosse partie. Il me semble que ça existe déjà, c'est la réglementation des hybrides, cette prise en compte du niveau de charge de la batterie au début et à la fin de cycle. Il me semble quand même qu'il y a quelques années, on avait suivi Toyota sur ces problèmes-là au niveau de la réglementation européenne. Alors, pour l'instant, il y a la réglementation sur l'aspect hybride a été relativement, je ne vais pas dire permissive. Il y a eu des premiers niveaux en fait, mais on va clairement dans une sévérisation ou une précision à défaut de sévérisation de tous les modes opératoires pour que le client s'y retrouve au bout du compte en fait. Voilà. Pas sur l'hybride, il est sur l'hybride plug-in, parce que sur l'hybride, les capacités embarquées, les autonomies embarquées sont très faibles, de l'ordre de 3 km. C'est pour ça que la Porsche 918 Speeder, par exemple, est cataloguée à 3,5 litres au 100. Voilà. Merci. D'autres questions? J'ai une petite question sur la qualité des carburants. On a beaucoup parlé des systèmes d'injection, de la qualité des conductions, mais qu'en est-il de la qualité des carburants et de l'évolution du carburant dans le temps? Alors, pour nous, je vais avoir un discours très simple et peut-être mes collègues pourront compléter. La situation pour nous qui avons une vision internationale, si je puis dire, c'est de plus ramener, si je puis dire, les brebis égarées dans des spécifications qui nous permettent de promouvoir une technologie. Des technologies de post-traitement, par exemple, ou le manganèse en Chine, etc., qui nous conduit à des compromis difficiles sur le post-traitement. Et c'est ça, clairement, la priorité. Nous ne sommes plus dans une logique de dire « Ah, si on avait tel indice de cétane ou tel indice d'octane, etc. » La priorité pour nous, pour le business, et puis pour que la planète puisse bénéficier de technologies innovantes, c'est de d'éviter des dispersions de qualité qui existent encore sur la planète. C'est vraiment ça, je dirais, pour un constructeur comme PSA Peugeot Citroën, la priorité numéro 1 dans le domaine des carburants. Quelqu'un d'autre veut... Non, c'est juste pour les carburants, ce qui était normalisé plus récemment, c'était le taux de biodiesel dans le carburant qui est 7%. Il est passé de 5 à 7% en Europe. Mais le carburant diesel aujourd'hui, comme il l'a dit Patrice, il est très très propre. Et il n'y a pas besoin aujourd'hui, il n'y a pas une volonté d'aller sévériser. Voilà. On a un faible taux de soufre.
On a une grande dose là aujourd'hui de biocarburant, donc on dit que on est satisfait de la qualité qu'on a aujourd'hui. Il y a un travail de fond qui a été fait par les pétroliers sur la désulfuration, mais ça remonte maintenant à pas mal d'années, hein, et ça c'est terminé et c'est efficace, quoi. Ma question porte sur la réduction des polluants. On a beaucoup parlé de post-traitement. On a effleuré tout juste la combustion elle-même, l'amélioration à la source. Bah, si, vous avez parlé de la combustion atomique quand même. Oui, effectivement, on l'a effleuré. Et ma question donc, porte sur l'amélioration vraiment lors de la combustion par la combustion boucle fermée. Ce qu'on appelle le SCLCC, le Closed Loop Combustion. Aujourd'hui, on est en série. Donc oui, l'amélioration de la combustion, il y avait 2 voies qui étaient prises il y a quelque temps. Il y avait une voie qui consiste à dire on va utiliser plus de prémélange en combustion, ce qu'on appelle la combustion homogène, etc. Cette combustion, il s'est avéré aujourd'hui beaucoup plus compliquée à contrôler. Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire la combustion était beaucoup plus sensible aux conditions initiales de température, aussi des conditions de moteur thermique, pression, etc., etc. Et donc ensuite, on a opté par l'utilisation de la boucle fermée pour s'assurer que la combustion est bien phasée à la bonne position, grâce bien sûr au capteur de pression cylindre. Et donc il y a beaucoup de véhicules qu'on a mis en série aujourd'hui en production aux États-Unis, en Europe, avec cette technique de la combustion en boucle fermée en utilisant la pression cylindre. Maintenant il y a une autre voie, donc c'est la discussion d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de questions de Laurent sur le post-traitement, le SCR, le NOx-trap, l'addition d'I2, les capteurs. Donc en fait on a vu qu'il y avait une solution qui émergeait, qui était une solution basée sur le traitement, le post-traitement en fait des gaz d'échappement. Les solutions SCR, ils sont partis beaucoup plus vite que ce qu'on était en train de faire sur la combustion homogène, etc., etc. Donc cette combustion homogène aujourd'hui, elle est restée un peu en stand-by, en attendant. Donc il y a des recherches qui continuent dans ce secteur-là, plus en utilisant des carburants, la boucle fermée, d'améliorer encore la boucle fermée, d'aller vers d'autres capteurs. Pour s'assurer qu'on peut contrôler cette combustion homogène qui va permettre probablement encore de réduire encore les NOx et le CO2 beaucoup plus par rapport à ce qu'on a atteint aujourd'hui. L'objectif, il n'y a pas un objectif de réduction. Si on regarde, donc il y avait une question sur le potentiel d'amélioration par la combustion. Aujourd'hui, on parle des faibles valeurs. On parle de 5 à 10%, par exemple, de réduction de CO2, un potentiel qu'on peut atteindre par la combustion en augmentant la pression d'injection, le contrôle en boucle fermée. Mais on n'atteint pas les valeurs aujourd'hui, l'injection ou la combustion. Aujourd'hui, je ne peux pas atteindre un objectif, par exemple, de la norme LEV3. On a parlé de 30 mg par miles aux États-Unis, ou la norme RDE. Tout dépend ce qu'on appelle du facteur, le compliance factor, qu'on va utiliser, parce qu'on va utiliser un facteur, on va autoriser dans la norme Euro 6C. Si on utilise le RDE, on va autoriser par exemple 1,5 à 2 fois plus, parce que le cycle est beaucoup plus sévère. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas atteindre cet objectif-là que par la combustion. On peut améliorer la combustion, on va apporter quelque chose de supplémentaire. Peut-être il va nous aider à passer, comme il a dit Patrice, de 100 mg ou 105 mg à 95 mg sur des véhicules en dessous de 1350 kg de masse. Mais il ne va pas nous aider en fait à passer la norme Euro 6C sans post-traitement NOx-trap ou SCR. Ça peut réduire la taille, ça peut réduire le coût du post-traitement, parce que c'est une solution, la solution par la combustion à la source, il est beaucoup plus robuste, il est peut-être moins cher, etc. etc. Alors, je pourrais apporter un élément complémentaire. Si on parle de diesel tout d'abord, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nouradine. On est dans des pas de gains à chaque fois, 3%, 5%, etc. Alors, un dernier mot sur le post-traitement, c'est quand on a un post-traitement efficace, on peut avoir une approche de réglage de la combustion qui est différente. Exemple, nous l'avons joué dans le cas du Blue HDI, c'est de relâcher, on n'est pas les seuls à avoir fait ça, les poids lourds l'ont fait aussi, de relâcher en fait les niveaux d'émission d'oxyde d'azote à la source pour améliorer la consommation, dès lors qu'on a un système qui est très performant derrière. Donc ça, c'est une voie de progrès. Et puis bien entendu, mes collègues l'ont dit, les progrès très importants sur l'injection, les injections multiples, la pression, l'atomisation associée aux formes de chambre, fait partie des... Mais c'est à chaque fois des... On va parler en pourcent, si je puis dire. Et puis un point important aussi, c'est le GR. On n'a pas beaucoup parlé de GR dans la séance. Là. Un petit peu, si, basse pression quand même. Oui, un peu de basse pression, mais c'est un domaine qui est très intéressant, le GR.
Et c'est intégré complètement dans les progrès sur la combustion. Et souvent, on va aussi mesurer les progrès sur la combustion à la capacité à traiter des taux de GR très importants. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'il y avait un projet chez PSA qui a été montré que le GR et l'hydrogène pour Oui, tout à fait. Et là, c'était en essence. Et dans le domaine de l'essence, c'est un peu la même chose aussi avec l'EGR, l'arrivée de l'EGR. Et là, c'est surtout pour gagner sur ce qu'on appelle la boucle basse pression. C'est tout le travail de supprimer en fait l'effet papillon, si je puis dire, et qui fait perdre en consommation dans ce qu'on appelle la boucle basse pression. On avait une question sinon Oui, après, bien sûr, bien sûr. Oui, rapidement. Alors, aujourd'hui, vous nous avez convaincu que faire un diesel propre, c'est possible. Par contre, je pense qu'on est d'accord que c'est beaucoup plus cher à faire en essence, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que cette différence va perdurer dans les 5-10 prochaines années? Et si cette différence perdure, qu'est-ce qui pourra justifier qu'on continuera chez les diesels en France? En tout cas, sur quel type Alors, de véhicule? C'est quand même une exception. La France n'est pas une exception de ce point-là. Non, pas tant que ça, non. La Lisez- majorité des autres pays Lisez s'intéressent le au livre qui diesel. est à l'entrée, vous Oui, verrez. oui, là, vous verrez, c'est pas du tout une exception française. Oui. Et alors, mais c'est effectivement une très bonne question. Il faut, pour répondre correctement à cette question, je pense, c'est quel avantage en consommation. Si le diesel à terme, par rapport à la façon dont l'essence évolue, n'arrivait pas à garder un avantage en consommation, le diesel n'a plus d'intérêt, bien évidemment. Et donc, si on mettait un point de base, un moteur essence atmosphérique qui a une consommation de base, qui est, je ne vais pas la qualifier en bien ou en mal, elle est ce qu'elle est, le moteur injection directe essence, il fait déjà un progrès, et le moteur diesel, il fait encore un progrès. Après, c'est le gain consommation par rapport à la différence de coût. Donc, tant que le diesel est capable d'apporter une vraie consommation robuste au client, bah forcément, on pourra gérer l'augmentation de coût. Et sur le moteur essence, même chose. Le moteur essence continue à se sophistiquer, des déphaseurs, de l'injection de pression, peut-être des filtres à particules, etc. Pour pouvoir valoriser de la consommation, il faudra qu'il se situe. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une règle vertueuse, en fait. Je mets plus d'argent, j'en tire parti en consommation. Si un de ces convertisseurs d'énergie sortait de la droite, bah forcément, il finira par être hors jeu. Tout dépendra quand même du nombre de kilomètres par rapport à Exactement. Mais tout dépend. Mais vous avez tout à fait raison. Tout dépend. Que fait-on de son véhicule, en fait? Que fait-on de son véhicule? Et du segment utilisé. Maserati présente 2 diesels. La Ghibli, il a Voilà. contreporté, hein, Et je crois. pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même dans ce segment-là, les consommations sont importantes. Donc au lieu d'être à 240 grammes de CO2, ils font à 160. Voilà. Donc il y a des segments importants. Je prends parler de pays, l'Angleterre. Le fuel gasoil est plus cher que l'essence. Le diesel a cru jusqu'à 50% du marché parce qu'on a un marché avec des véhicules plus grands et donc dans lesquels, effectivement, le diesel a une meilleure place. Par rapport au marché français, il est vrai que suite au bonus-malus, il a été poussé vers des petits véhicules et vers une dieselisation importante. Et on est allé trop loin. En ce moment, ça se rééquilibre. Et c'est normal. On va retrouver un rééquilibrage aujourd'hui qu'on a en Europe, comme 50% à peu près en Europe. On est à 45% en Allemagne. Ça va se rééquilibrer, ça sera naturel. Et quand on fera ce bilan, compte tenu du gain conso et du différence de coût qui va toujours exister, ensuite, les moteurs essence ont aussi des nouveaux challenges. Injection directe, ils sont aussi plus chers. On a parlé d'un GPF, d'un filtre à particules essence. Donc, il y a aussi un surcoût des deux côtés. Donc, après, ça va s'équilibrer. Voilà. Donc, il y aura un avenir sur la technologie. Mesdames, Forestia, messieurs, la parole. J'aurais juste un Stéphane, oui. petit complément, puisque nous, chez Forestia, on aime bien relever les challenges qui ont l'air impossibles. On parlait du passage d'Euro 6.1 à Euro 6.2 avec une norme qui se sévérise. Ce que nous, on propose à nos clients pour le passage Euro 6.2, c'est à la fois un système de post-traitement plus efficace et moins cher. Donc on a travaillé énormément sur l'efficacité du mélange entre l'AdBlue, qui est donc le réducteur utilisé dans les systèmes SCR, et les gaz d'échappement. Ce qui fait qu'on a des systèmes de première génération pour la première phase d'Euro 6, où on a le système SCR qui se retrouve finalement sous le plancher du véhicule, puisqu'on a besoin de longueurs de mélange relativement importantes. Donc avec des briques de post-traitement supplémentaires, de l'isolation, enfin tout un tas de choses qu'il faut rajouter qui font le surcoût du système SCR. Ce qu'on propose au passage de la norme Euro 6.2, c'est un mélangeur ultra compact. C'est-à-dire qu'au lieu de mélanger sur une trentaine de centimètres, c'est AdBlue avec les gaz d'échappement, on mélange sur à peu près 4 centimètres. L'effet vertueux, c'est de pouvoir ramener tout le post-traitement sur le moteur, en bénéficiant en plus de l'imprégnation SCR qui vient se mettre à l'intérieur du filtre à particules.
Et donc on se retrouve, d'un point de vue purement visuel, avec des architectures dépollution qui ressemblent à celles qui étaient en Euro 5. Donc beaucoup moins chères que la première génération. En plus de ça, comme on a rapproché le post-traitement, comme je disais précédemment, on gagne en efficacité et on gagne en CO2. Donc pour Euro 6.2, nous proposons une solution moins chère, plus efficace en réduction de polluants et plus efficace en réduction de consommation et de CO2. C'est bon, vous avez bien entendu? On confirme. Merci. On va s'en tenir là pour des raisons d'emploi du temps, mais vous pouvez bien sûr interroger les intervenants après, autour d'un verre en tout cas. Merci pour eux.